et on en parlera tout à l'heure. Néanmoins, cette crise a évidemment révélé au grand jour, après déjà beaucoup d'autres crises qui l'avaient précédée depuis la fin des années 80, d'autres crises financières, l'ampleur très spécifique des dysfonctionnements de cette sphère financière et une ampleur plutôt croissante, elle aussi, depuis 30 ans, malgré toutes les crises qui ont jalonné cette période. Ça fait pourtant très très longtemps qu'on s'était rendu compte que la finance était une activité beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux financiers. On s'en était déjà rendu compte après la crise de 1929 et les problèmes très graves qu'elle avait suscités derrière elle. Mais ces financiers avaient réussi à convaincre, avec des moyens qu'on a vus hier pour ceux d'entre vous qui ont pu assister à la projection de Inside Job, ont su convaincre les dirigeants politiques au cours des 30 dernières années que pas du tout, ils étaient capables de faire la police eux-mêmes chez eux et de se surveiller tout seuls. On savait aussi depuis très longtemps qu'il y avait un couple infernal dans la finance qui s'appelait risque élevé, rendement élevé, qu'on ne pouvait pas avoir des profits financiers importants sans accepter des risques importants, mais là aussi les financiers ont réussi à nous faire croire qu'ils avaient trouvé des solutions pour sortir de cette affaire. Mais enfin, donc, bien que ça ait marché plus ou moins pendant 30 ans, tous ces contes de fées, je crois que la crise de 2008-2009 a cette fois définitivement réduit à néant ses prétentions et ses histoires. Et c'est un des sujets, donc, re-réguler la finance, sur laquelle tous les politiques était parti bille en tête très fort en 2008-2009. Le G8 avait dit on va voir ce qu'on va voir. Pour ce qui nous concerne, Nicolas Sarkozy l'avait dit lui aussi très fortement. Donc nous sommes réunis cet après-midi pour voir si on a vu suffisamment ce qu'il fallait voir et si la finance est enfin en train de retourner dans sa boîte, c'est-à-dire de redevenir l'outil qu'elle devrait être au service de l'économie et de la société, l'outil qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Donc ces questions posent beaucoup de sous-questions plus techniques et plus particulières sur les paradis fiscaux, sur la taxation des transactions financières, sur la régulation des banques elles-mêmes, notamment tout ce qui tourne autour des règles de Bâle III qui sont en train d'être mises en place, mais aussi sur la régulation des non-banques, le shadow banking qui a joué un rôle très important dans la crise. Ça pose en particulier la question qui est dans le débat public français, européen, de faut-il séparer les activités bancaires entre banques d'affaires et banques de dépôt, etc. Et enfin, ça pose aussi des questions qui ont commencé à être abordées ce matin, plus spécifiquement européennes, sur le lien entre les banques, enfin entre la crise bancaire et la crise des dettes publiques en Europe et les solutions qui commencent à y être apportées. Pour traiter ces questions, donc, trois intervenants. Dominique Plion, qui est professeur d'économie à l'université de Paris 13 et par ailleurs président du conseil scientifique de l'association ATTAC. Il a rédigé de nombreux ouvrages, notamment sur ces questions bancaires, mais aussi un petit bouquin qui s'appelait Le Nouveau Capitalisme. Il est aussi, tout récemment, l'auteur d'un rapport du Conseil d'analyse économique sur les banques centrales et la stabilité financière, donc après la crise. Laurence Sciallom est professeure à Paris 10 Nanterre. Elle est aussi spécialisée sur ces questions. Elle a en particulier publié un ouvrage qui s'appelle L'économie bancaire aux éditions La Découverte, collection Repères. Un ouvrage que vous trouverez en haut, mais une nouvelle édition est en cours et devrait paraître en janvier prochain pour prendre en compte notamment tous les changements récents. Et enfin, Pierre Valentin est le banquier de la table ronde. Il est directeur général délégué du Crédit Coopératif, même si c'est une banque un peu particulière. Alors, Dominique Plion, où en est-on? Est-ce que la finance est en train de rentrer dans sa boîte? Merci. Donc, je suis très content d'être là. C'est
la troisième fois quand je viens ici dans cette salle, et c'est toujours à la fois un plaisir puis un peu impressionnant, parce que c'est une très, très grande salle. Puis alors on est ébloui par les lumières, donc on ne voit pas très bien le public, mais enfin bon. Alors, comme tu l'as dit, nous sommes dans une crise vraiment globale, au sens où elle touche toutes les régions du monde. Une crise systémique aussi, c'est le système économique dans lequel nous sommes qui est vraiment en crise profonde, ce qu'on pourrait appeler le capitalisme financier, dominé par la finance. Et justement, l'un des problèmes que pose ce capitalisme-là, enfin il en pose deux, disons au moins. D'abord, il est profondément instable. Nous allons de crise en crise, depuis déjà les années 90, où il y a eu des crises dans les pays, notamment en voie de développement, dits émergents, en Asie, en Amérique latine, etc. Et puis maintenant, c'est nous, enfin les pays dits avancés, qui sommes dans une crise qui est loin d'être terminée. Et puis, l'autre problème que pose ce système économique, c'est un problème de lien entre la société et la finance. D'une certaine manière, on pourrait dire que la domination de la finance est telle que nous sommes au service de la finance, nous, acteurs sociaux, acteurs économiques, et que tout l'enjeu finalement des réformes et des transformations que nous devons essayer de mettre en œuvre, c'est de renverser ce lien qui a existé dans le passé, à savoir que la finance doit être d'abord au service de la société et de l'économie. Alors la question, est-ce que les choses ont progressé depuis le début de la crise ? On peut dire que la crise est due en partie à un déficit de régulation du système financier. C'est-à-dire, comme l'a dit Guillaume, on a laissé faire, on a laissé se développer une philosophie qu'on peut appeler la philosophie néolibérale. Et c'est ce déficit de régulation qui est en partie responsable. Juste un exemple, on peut penser que la crise des subprimes n'aurait pas eu lieu si les Américains, les autorités américaines n'avaient pas supprimé la règle de protection des ménages américains contre le surendettement. Règle que nous avons toujours en France ou dans plusieurs pays européens, mais qui avait été levée aux États-Unis. Ce qui fait que des gens pauvres, au chômage, dans des conditions extrêmement précaires, ont pu s'endetter d'une manière ridicule, inadmissible, mais qui explique pourquoi ces gens-là se sont retrouvés dans une situation très grave, jetés à la rue. Et en même temps, c'est ce qui a déclenché cette crise, la crise du système financier international. Donc, il y a vraiment un problème de régulation. Alors, la question, c'est les réformes en cours, que peut-on en dire ? Je dirais que les hommes politiques, les économistes et d'autres acteurs encore, les autorités, ont pris conscience du problème et qu'il y a des réformes actuellement en cours. Soit des réformes au niveau mondial, dans le cadre de ce qu'on appelle le G20, donc le groupe des 20 principaux pays, qui ont tenté, à mon avis d'une manière totalement insuffisante, comme on va le voir, de proposer un certain nombre de réformes, ou alors au niveau des pays ou des régions. Les pays, par exemple les États-Unis, en juillet 2010, ont fait voter une loi qui s'appelle le Dodd-Frank Act, qui a l'ambition de réguler, de re-réguler l'ensemble de la sphère financière américaine. Et en Europe, nous avons, au niveau de la Commission européenne, un grand nombre ou un certain nombre de directives qui ont été élaborées, qui sont en cours d'élaboration pour tenter de réguler. Mais si on passe en revue certaines de ces réformes, c'est ce que je vais faire maintenant, peut-on considérer qu'elles vont dans le bon sens ? Je crois qu'en général, oui, mais qu'en tout cas, à chaque fois, elles apparaissent totalement insuffisantes. Je vais commencer d'abord par ce qui me tient à cœur, évidemment, puisque je suis altermondialiste et membre d'ATTAC, et que nous avons démarré notre existence avec la taxe Tobin. Donc nous sommes battus depuis des années pour la taxe sur les transactions financières. La taxe sur les transactions financières, donc, qui a l'objet de ralentir la spéculation en rendant celle-ci moins rentable, mais pour moi c'est quelque chose qui pose un problème qui est plus général et sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ce qui caractérise aujourd'hui notre société, notre économie mondialisée, c'est qu'il y a une mobilité quasi parfaite du capital à travers le monde. C'est-à-dire que les entreprises, et pas uniquement les banques, peuvent délocaliser en permanence le capital, le déplacer pour aller l'investir là où c'est le plus rentable, parce que les salaires sont les plus bas, parce que la fiscalité est la plus basse. Et donc il y a un enjeu majeur, si on veut réduire le pouvoir de la finance, c'est de réduire cette mobilité du capital, alors que nous, travailleurs, le travail, lui, est pratiquement immobile, ou très, très peu mobile. Et c'est cette différence qui fait qu'il y a une domination absolue du capital sur le travail en raison de cette mobilité. Et donc il faut penser à des réformes qui ralentissent la mobilité internationale du capital. Tobin disait qu'il faut mettre des grains de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance internationale pour empêcher que les capitaux circulent trop vite et trop facilement, parce que ça crée un rapport de force très favorable au capital, défavorable au travail, et qui explique par exemple pourquoi, dans les partages des richesses, dans la plupart des pays, la part des revenus du capital a augmenté par rapport aux revenus du travail. Donc ça, c'est le premier domaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des progrès ? Je dirais oui et non. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a quelques années, avant la crise, nous étions, quand nous proposions cette taxation, on souriait gentiment, au mieux. Maintenant, on voit que des gouvernements, des organisations internationales, des économistes considèrent que ça peut être une très bonne idée, parmi d'autres évidemment, elle ne serait pas suffisante, et que
il y a des avancées qui se produisent déjà au niveau des idées. Ce n'est plus quelque chose d'irréaliste. Alors, comment on peut voir les choses? Le G20 a tenté de proposer cette taxe sur les transactions financières, mais elle a été finalement refusée au G20 de Toronto en 2010. Bon, la France et l'Allemagne étaient pour, il faut le dire. Hein. Mais les États-Unis, le Canada, en particulier la Grande-Bretagne, étaient contre. Peut-on dire que les choses n'avancent pas? Oui, elles avancent au niveau européen. Il y a une directive européenne qui a été élaborée il y a 1 an à peu près, qui propose une taxe sur les transactions financières. Donc, la Commission européenne, qui a toujours été opposée, enfin est devenue favorable, sauf qu'elle a décidé de taxer toutes les opérations, sauf celles sur les transactions de change, c'est-à-dire les mouvements sur les monnaies, ce qui était précisément l'objet de la taxe Tobin. Donc là, on n'est pas tout à fait content, mais on voit qu'il y a quand même des progrès. Les 4 grands pays aujourd'hui sont favorables à ce projet, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, pas la Grande-Bretagne qui veut préserver évidemment sa place de la City. Donc les choses avancent, mais pour le moment, rien de décidé. Rien de décidé. Deuxième exemple, les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, alors là, c'est une vaste supercherie qu'on nous a proposée. Au G20 de Londres, en avril 2009, où il y a eu des belles déclarations, dont celle de notre président d'alors, qui a dit on va lutter contre ce capitalisme international qui est la source de tous les maux, et on va notamment essayer de réduire, de lutter contre les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé de classer les paradis fiscaux en 3 catégories, les blancs, les gris et les noirs. Donc, en fonction de quels critères? En fonction de la transparence, mot très à la mode, c'est-à-dire de ceux qui acceptent d'échanger des informations, de conclure des accords d'échange d'informations entre eux ou avec les États. Résultat, la plupart des paradis fiscaux sont devenus blancs. Donc pour moi, c'est un oxymore, paradis fiscal blanc, mais bon, apparemment, alors maintenant on appelle ça d'ailleurs territoire coopératif, ceux qui coopèrent pour échanger de l'information. Mais c'est, comme disent les anglo-saxons, business as usual, c'est-à-dire ça n'a rien changé. Monaco, Luxembourg sont des paradis fiscaux blancs, ils font exactement comme avant. Donc là, c'est une vaste supercherie, mais par contre, sur le plan commercial, c'est très habile. Parce qu'on a tenté de faire croire, et beaucoup l'ont cru, aux citoyens lambda, qu'on avait réglé le problème des paradis fiscaux, puisqu'ils étaient tous devenus blancs. Donc là... Mais les Américains ont quand même fait une... Alors attends, justement. La solution, c'est laquelle que nous proposons? C'est qu'en effet, les Américains ont voté, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais tu as raison, ont voté une loi qui va entrer en application l'année prochaine, en 2013, qui s'appelle la loi FATCA, qui est la suivante, qui dit que demande à tous les acteurs étrangers hors des États-Unis, en particulier les banques, qui reçoivent des capitaux de résidents américains, de le déclarer aux autorités américaines. D'accord? Donc, si un Américain investit en France, en Suisse, au Luxembourg, ces banques doivent le déclarer aux autorités américaines. C'est évidemment un moyen d'éviter que l'argent soit caché et qu'il aille s'investir là où la fiscalité est la plus basse. C'est une très bonne initiative. Alors, c'est une loi qui pose un problème d'extraterritorialité, parce qu'un pays, normalement, ne peut pas imposer en dehors de chez lui sa volonté. Mais ce sont les États-Unis. Alors, pour une fois, on ne va pas se plaindre du pouvoir politique très fort des États-Unis, et on va dire, faisons la même chose en Europe. Donc, la solution et l'interpellation qu'on doit faire à nos gouvernants, c'est faites ce qu'ont fait les Américains, faites voter une loi comparable. Les Américains l'ont fait, pourquoi pas nous? Et si ensuite on a ça dans un certain nombre de grands pays, eh bien on aura tué, je pense, une partie de l'activité des paradis fiscaux. Donc vous voyez, une proposition concrète, elle existe, alors il faudrait qu'elle se généralise évidemment. Troisième exemple, troisième domaine où il y a vraiment un gros problème. Et là maintenant je vais parler plutôt que des opérations, je vais parler des acteurs. On dit souvent qui c'est la finance, c'est les grands acteurs qui dominent, et je vais parler de 3 catégories d'acteurs. D'abord les agences de notation, dont vous avez déjà entendu parler certainement. Ce sont des agences qui ont un pouvoir, des acteurs qui ont un pouvoir énorme. Les 2 plus grandes, c'est Standard & Poor's et Moody's, qui sont toutes les 2 américaines, dont le rôle est de noter les emprunteurs, que ce soit des entreprises ou que ce soit des collectivités locales, des États. Ces acteurs ont un pouvoir total et sont absolument pas contrôlés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elles fonctionnent, sur la base de quoi elles décident de noter A ou de dégrader, de baisser la note d'une entreprise ou d'un État en le passant à A-, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que ces agences doivent être profondément réformées. Mais il y a un moyen aussi de se passer de leur service. C'est qu'il faudrait décréter qu'un certain nombre d'opérations pour lesquelles elles sont jugées aujourd'hui indispensables, eh bien, on se passe d'elles. Je prends un exemple. Les autorités bancaires internationales, ce qu'on appelle le comité de Bâle, a décidé que pour pouvoir calculer leurs fonds propres, les banques doivent reprendre les notations des agences de manière à pondérer les risques. C'est un peu technique, excusez-moi, pour calculer les risques. Eh bien, ceci n'était absolument pas nécessaire. Il y a d'autres techniques possibles, et donc l'idée, ça serait de rendre facultative, et en tout cas même de se passer
du rôle des agences de notation dans ce domaine. D'autant que ces agences de notation sont traversées par ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts, j'en donnerai deux exemples. Un, elles sont payées par ceux ou celles qu'elles notent. Donc déjà, il y a un problème. C'est-à-dire qu'elles notent une entreprise, elles notent une émission obligataire, et elle est payée par l'émetteur. Deuxième chose, les agences de notation sont à la fois notent, mais aussi elles sont conseillées. C'est-à-dire qu'elles vont conseiller les États ou les entreprises qu'elles vont ensuite noter. Peut-être avez-vous entendu parler, par exemple, du fait que certaines d'entre elles ont conseillé la Grèce à un moment donné, et ça ne leur a pas très bien réussi d'ailleurs aux Grecs, mais pour précisément émettre dans les meilleures conditions leur dette. Donc il y a un vrai problème, ces agences de notation fonctionnent mal, elles se trompent très souvent, elles notent très bien des opérations qui sont après catastrophiques, et elles sont traversées par des conflits d'intérêts. Il faut donc les réformer et essayer de se passer de leur service. Leur pouvoir est considérable. Elles outrepassent leur pouvoir. Par exemple, quand un pays comme l'Espagne voit sa note baisser, non seulement l'agence va baisser sa note, mais cette agence, par exemple Standard & Poor's ou Moody's, va faire des recommandations sur les politiques à mener. Réformer, par exemple, les retraites. Accroisser la flexibilité sur le marché du travail. Ce n'est pas le rôle des agences de notation que de conseiller les États sur les politiques à mener. Donc là, il y a vraiment un vrai problème de pouvoir excessif de ces acteurs qu'il faut absolument remettre à leur place. Quatrième point, et là j'irai un peu plus vite parce que je crois que mes deux amis vont en parler plus longuement que moi, c'est ce qu'on appelle les entités systémiques, mot qui a été créé notamment par le G20. C'est qu'aujourd'hui, quels sont les acteurs les plus puissants de la finance internationale? Ce sont 28, ils ont été dénombrés au nombre de 28 grands groupes bancaires internationaux. Nous en avons 4 en France. La plus importante, c'est par exemple BNP Paribas, ou Groupe Crédit Agricole, Société Générale. Ces acteurs-là, aujourd'hui, ce sont des conglomérats financiers qui travaillent dans les métiers de la banque, de la finance, de l'assurance, qui ont un pouvoir extraordinairement important par leur taille, par les connexions qu'elles ont entre elles, et qui sont un vrai défi, à la fois, je dirais, pour la stabilité, on en parlera dans quelques instants, mais moi je voudrais insister sur un point dont on ne parle pas assez. Elles sont un défi pour la démocratie, la question de la démocratie. Leur poids financier est tellement important qu'elles ont un moyen de pression extraordinairement fort sur les gouvernements et les autorités. Et elles font ce qu'on appelle du lobbyisme systématique, et c'est une des raisons pour lesquelles les réformes financières en cours peuvent être jugées insuffisantes, c'est que les lobbies interviennent, ces grands groupes interviennent systématiquement pour empêcher que des règles assez radicales qui seraient nécessaires pour faire entrer la finance dans sa boîte, comme disait tout à l'heure Guillaume, soient mises en place. Et là, il y a un problème de démocratie parce que nous avons voté, par exemple, nous en France, pour un président qui avait dit, je crois, à un discours au Bourget, il me semble, le grand ennemi, c'est la finance. Donc, l'ennemi était clairement montré, c'est-à-dire qu'on allait probablement faire des réformes radicales. On s'aperçoit aujourd'hui que les réformes proposées, pas plus tard d'ailleurs encore que cette semaine, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer. Les lobbies sont passés par là. Dernier point, je voudrais parler maintenant d'un acteur qui a un pouvoir aussi extraordinaire et qui joue un rôle majeur sur la scène financière internationale, ce sont les banques centrales. Et je terminerai par là. Vous avez pu voir, si vous suivez un peu l'actualité, notamment à l'occasion de la crise en Europe, que les banques centrales et la nôtre, la Banque centrale européenne, ont un rôle extraordinairement important. C'est elles qui, en intervenant auprès des banques qui sont en difficulté, en leur injectant des liquidités lorsque celles-ci sont en déficit de liquidité, mais également en intervenant sur les marchés de la dette publique pour faire baisser notamment les taux de la dette publique, ont un rôle tout à fait important pour éviter que la crise ne dégénère et que sans ces banques, on serait probablement dans une situation tout à fait dramatique. Alors là, il y a des avancées et en même temps des choses qui sont critiquables. Il y a des avancées parce que la BCE, Banque centrale européenne, considérait avant la crise que son seul rôle, c'était la stabilité monétaire, en fait, ce qu'on appelle la stabilité des prix, lutter contre l'inflation. C'était ça et rien d'autre. À l'occasion de la crise, nous étions un certain nombre d'économistes, dont certains sont ici, à dire, mais attendez, la Banque centrale, elle a un rôle beaucoup plus large, en fait, et les banquiers centrales nous disaient, non, nous, on n'a qu'un rôle, la stabilité monétaire. La crise a obligé, les événements ont obligé la Banque centrale européenne, mais c'est vrai aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à intervenir massivement, et donc à montrer que le rôle des banques centrales, c'est aussi d'assurer la stabilité du système bancaire et du système financier. Sauf que, il y a plusieurs petits problèmes. J'en montrerai deux. Le premier, c'est que la BCE, notre banque centrale, est beaucoup plus timide dans ses interventions que
ses collègues, si je puis dire, anglaises, britanniques ou américaines, parce qu'elle n'intervient pas aussi systématiquement qu'elle devrait le faire, notamment sur le marché de la dette publique, et que donc, de ce point de vue-là, nous sommes très largement défavorisés par rapport à ce qui se passe en Royaume-Uni ou aux États-Unis, où là, la crise de la dette publique est d'ailleurs beaucoup moins importante que chez nous, en Europe, dans la zone monétaire européenne. Et donc là, il y a un vrai problème. Peut-être les choses vont bouger, puisqu'elles ont déjà bougé dans d'autres domaines, mais on peut dire que là, la BCE a un problème et qu'elle doit évoluer dans cette question. Le deuxième point, qui est en débat en ce moment, vous avez peut-être entendu parler du projet d'union bancaire à l'échelle européenne. L'idée est de créer une coordination, une uniformisation des règles européennes en matière de contrôle des banques, notamment, et de confier à la Banque centrale européenne ce rôle. Alors moi, je suis d'accord à la fois et pas d'accord. Je suis d'accord parce que la Banque centrale est en effet la mieux placée pour intervenir à bon escient auprès des banques et sur les marchés pour assurer la stabilité, comme elle l'a montré ces derniers temps. Mais je ne suis pas d'accord pour confier tant de pouvoir à la Banque centrale sans réformer ses statuts et revoir notamment son indépendance. On ne peut pas donner une responsabilité aussi importante, un rôle aussi important aux banquiers centraux sans qu'ils continuent d'être aussi indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème de démocratisation de la Banque centrale européenne pour pouvoir lui confier véritablement un rôle plus important. Et vous voyez, j'insiste beaucoup sur la crise politique, la dimension politique, de démocratie, qui me paraît être au cœur de cette question aujourd'hui. Quand on pense à la réglementation, à la régulation, je crois qu'il faut le poser aussi en termes de démocratie. Merci. Oui, on a fait des choses, mais quand on y regarde un peu dans le détail, qu'on liste paradis fiscaux, agences de notation, banques, y compris l'action des banques centrales, on se rend compte qu'on n'est quand même pas allé suffisamment loin encore. Et c'est lié notamment à la puissance de lobbying que conservent ces acteurs. Donc, Laurence Cialon, vous aurez certainement à cœur de rebondir sur tel ou tel autre sujet, mais vous vouliez notamment parler de l'évolution qui est en cours sur le terrain des banques et de la structure des banques. Quelles conclusions doit-on tirer de la crise et en particulier ce qu'on fait, ce qu'on engage actuellement en France et en Europe, est-il suffisant, va-t-il dans le bon sens? Alors, ah oui, ça marche, parfait. Je vais évidemment essayer de répondre à cette question, mais je voudrais quand même revenir au thème général de la table ronde préalablement. C'était comment contrôler la finance, et je voudrais dire deux choses sur pourquoi contrôler la finance. La première chose, c'est une évidence, c'est ce qu'a dit Dominique Plion, à savoir que la finance, c'est intrinsèquement instable quand elle est libéralisée, c'est incapable de s'autoréguler. Or, on a mis l'autorégulation au cœur de la régulation financière, et donc la finance est soumise à des crises financières récurrentes depuis la vague de libéralisation financière qui date des années 80-90. Et en fait, depuis cette date, on a une longue litanie de crises financières et bancaires dont il est inutile qu'il est inutile de rappeler. Jusqu'à cette crise monstrueuse qu'on vit, qu'on a appelée au départ la crise des subprimes, qu'on appelle maintenant la crise financière globale, et dont les coûts sont considérables. C'est-à-dire qu'il y a des coûts directs liés au renflouement des banques. Et puis il y a des coûts indirects, c'est ce manque de croissance qu'on a aujourd'hui, cette crise de la dette souveraine en Europe qui n'est que le dernier avatar de cette crise financière, si on met à part le cas de la Grèce qui est un peu différent. Donc voilà, ça c'est une réponse évidente. Et puis il y a une réponse qui est moins évidente et que j'aurais probablement pas donnée il y a, disons, 1 ou 2 ans même, c'est qu'en ce moment on voit vraiment battu en brèche quelque chose qui faisait consensus parmi les économistes, à savoir qu'il y a nécessairement un lien positif entre finance et croissance. Et depuis quelques mois, en fait, on a une convergence de travaux, donc c'est vraiment une grappe de travaux, et c'est ça qui est intéressant, qui semble indiquer que oui, certes, la finance peut soutenir la croissance, mais jusqu'à un certain niveau de développement de la finance. C'est-à-dire que vous avez des travaux du FMI, de la BRI, de certains académiques excessivement connus, qui montrent que, par exemple, donc il y a plusieurs indicateurs qui ressortent, qui montrent, par exemple, dans la dernière étude du FMI, que c'est à partir d'un ratio crédit privé sur PIB autour de 80 à 100% qu'on commence à avoir des effets négatifs de la finance sur la croissance.
Vous avez des travaux, notamment de Reinhard Rogoff, Secetti, donc des gens quand même qui sont incontestables, hein, qui suggèrent que, au-delà de ratios dette sur PIB supérieurs à l'unité, à la fois dette privée et dette publique, c'est pareil, on a plutôt des effets négatifs. Or, le problème, c'est qu'on est toutes les économies, notamment en Europe, hein, on est très au-dessus de tous ces seuils. Et donc, ça veut dire qu'on a une finance hyper développée et qu'on est dans les zones où la finance a un effet négatif sur la croissance. Donc, ça veut dire qu'une réponse, c'est bien sûr, il faut contrôler la finance pour faire dégonfler, en fait, cette hypertrophie de la finance qui pèse sur la croissance. Et en Europe, on a un problème spécifique qui est que cette hypertrophie de la finance est portée par des mastodontes financiers, par des groupes financiers qui sont trop gros, trop complexes, trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite. Juste quelques chiffres pour que ce ne soit pas un argument d'autorité, ce que je vous raconte. La taille du système bancaire dans l'Union européenne, c'est 350% du PIB de l'Union. Ce n'est que 78% aux États-Unis. La Deutsche Bank représente 85% du PIB allemand. Oui, mais c'est parce qu'ils ont une économie financière de marché beaucoup plus... Oui, bien sûr, mais c'est pour mener à la question de la séparation, justement. Donc la Deutsche Bank la taille de la Deutsche Bank, c'est 85% du PIB allemand, ce qui fait quand même 17,4% du pays de l'Union. HSBC, c'est 120% du PIB du Royaume-Uni. Mais on n'est pas en reste. Hein. BNPP, c'est le PIB français. Ce qui veut dire 16% du PIB de l'Union européenne. Crédit Agricole, c'est 87,5% du PIB français. Société Générale, 60%, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, c'est clair. Il y a un problème parce que les États, il y a une disproportion de pouvoir entre les États et les banques. Les États ont les mains liées. Ils sont obligés de soutenir ces mastodontes financiers et souvent, même s'ils ne le peuvent pas, parce qu'il y a too big to fail, mais il y a aussi too big to save. Hein. Il y a certaines banques qui sont complètement disproportionnées au regard du pays, de la maison mère et de la capacité. C'est le cas irlandais en particulier. Exactement, c'est le cas irlandais. Je rappellerai quand même que l'Irlande était en excédent budgétaire au début de la crise. Et en l'espace de 3 ans, il y a simplement eu le refoulement de son système bancaire entre les deux. On a atteint 32% de déficit budgétaire, hein, je ne parle pas de dette là, je parle de déficit budgétaire en l'espace de 3 ans. Bon. Donc il y a un problème parce que ces acteurs n'ont plus à subir la sanction du marché. Donc d'une certaine manière, c'est pas quand on vous dit oui mais vous êtes des interventionnistes, c'est pas... En réalité, c'est simplement rétablir les règles du capitalisme. Je prends des risques, je les paye. C'est pas simplement au nom d'une idéologie interventionniste. C'est simplement, on peut pas être dans un système où face je gagne et pile tu perds. Et c'est ce qui se passe quand même dans le système financier. Alors, en quoi est-ce que ça pose problème, ces institutions financières systémiques? Bon, la première chose, la plus évidente, c'est que dès lors qu'elles bénéficient de cette garantie implicite des États, comme acteurs qui est garanti, qui bénéficient d'une assurance, elles sont incitées à prendre beaucoup de risques, puisque ces risques, in fine, elles peuvent les transférer, si ce sont de mauvais risques, sur la collectivité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en économie l'aléa de moralité. C'est-à-dire que quand vous êtes assuré contre quelque chose, eh bien, vous avez tendance à moins vous auto-protéger contre le quelque chose en question. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces institutions financières systémiques créent des distorsions de concurrence. Elles créent des distorsions de concurrence justement parce qu'elles sont garanties par les États et que les marchés le savent. Eh bien, ils leur prêtent très facilement, ils leur prêtent à court terme, en demandant moins de garanties, voilà. Et donc, ça crée une distorsion vis-à-vis des plus petites banques. Donc ça, c'est déjà un problème, mais on va se dire, c'est pas un problème de stabilité financière. Oui, c'est un problème de stabilité financière. C'est un problème de stabilité financière parce que ça crée des incitations à ce que ces très grosses banques adoptent des structures de financement qui les rendent vulnérables aux risques systémiques. C'est-à-dire que quand vous financez beaucoup sur les marchés à très court terme, eh bien ça veut dire que vous êtes dépendant d'une source de financement qui peut se tarir du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé dès le début de la crise, en août 2007. Ça s'est passé encore de manière beaucoup plus aiguë après la faillite de Lehman, au moment de la crise, de l'exacerbation de la crise souveraine, etc. Donc, bon, voilà. Et évidemment, comme ce sont des banques qui mixent la banque commerciale et la banque de marché, pour faire simple,
ça expose quand même la banque commerciale, c'est-à-dire ça expose les déposants, ça expose la fonction de financer l'économie, etc. Bon. Autre élément important, et ça c'est très bien exposé dans le dernier rapport européen, le fameux rapport Liikanen qui est paru en début octobre, là, sur la réforme de la structure des banques. La partie diagnostique de ce rapport est fantastique. Hein. D'ailleurs, le décalage entre, c'est assez étonnant, le décalage entre ce qui est préconisé et la partie diagnostique qui est lumineuse et qui est, enfin moi, qui me semble aller tout à fait dans le bon sens. Mais bon. Donc dans ce rapport Liikanen, donc dans la partie diagnostique, ils expliquent que plus une banque accroît sa taille, plus en fait elle adopte un modèle de banque universelle, plus elle déforme sa structure d'activité en faveur du trading, donc en faveur des activités de marché, disons, et en la défaveur des activités de prêt. Alors, pour vous donner une idée, ils prennent un panel, donc un ensemble, pardon, de 32 grandes banques cotées en Europe, et ils regardent les 10 plus grosses et les 10 plus petites. Si vous prenez les 10 plus petites, eh bien, 77% de leur bilan agrégé est consacré à des activités de prêt. Si vous prenez les 10 plus grosses, c'est seulement 36%. Ça veut dire que quand vous grossissez, eh bien, en proportion, enfin, la proportion d'activités que vous consacrez au financement de l'économie réelle décroît. Donc ça veut dire que si on admet l'idée qu'une bonne approximation de la banque utile à la société, c'est la fonction de prêt, eh bien, il ne faut pas défendre le modèle de banque universelle, il ne faut pas défendre le modèle de très grosses banques. On peut avoir les mêmes services qui sont offerts par plus de banques, de plus petite taille, et donc en créant de la diversité dans le système. Et donc ça veut dire que contrôler la finance, ça passe par contrôler ces géants de la finance qui deviennent, enfin qui ont un pouvoir d'influence sur les États excessivement important et qui font que l'État perd son libre arbitre en matière de soutien aux banques. Et donc c'est à la lumière de ces arguments qu'il faut penser la question de la séparation des activités et de toutes les questions de réforme de la structure des banques. Alors il y a plein d'options qui sont sur la table, hein. Dominique les a rappelées très vite et je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra le faire au moment de la discussion. Il y a une solution type américaine qu'on appelle la règle Volcker qui a été adoptée en 2010. Il y a une solution qui est proposée au Royaume-Uni qu'on appelle Vickers, qui est issue du rapport Vickers. Et puis, très récemment, on a une proposition en Europe qui est liée au... Si vous les évoquez, je crains qu'il faille malgré tout les présenter très très rapidement. Alors bon, disons que la règle Volcker, c'est le plus soft, c'est de dire on interdit certaines activités qui sont spéculatives, comme par exemple le trading pour compte propre, ou le fait qu'une banque qui collecte les dépôts puisse faire des prêts au-delà d'un certain seuil à des hedge funds, etc. Donc on essaye d'interdire certaines activités. Alors le problème que ça pose, c'est qu'en fait c'est facilement contournable. Je vous donne juste, par exemple, vous avez sûrement dû entendre parler des pertes. On appelle ça les pertes de la baleine de Londres. En fait, c'est des pertes qui ont été faites sur des activités de trading à Londres, par un trader français d'ailleurs, et qui représentent aux alentours de 5 milliards, je crois, et on pense que ça peut monter jusqu'à 9. Et ces pertes étaient Volcker compatibles. Donc ça veut dire que, et d'ailleurs, ils ont remis un peu en chantier la règle Volcker. La règle Vickers, c'est beaucoup plus strict, c'est dit on sanctuarise la banque de détail. C'est-à-dire on sanctuarise la banque qui collecte les dépôts et qui octroie des prêts. Et on la sanctuarise de la banque de marché avec des exigences en capitalisation plus fortes, un conseil d'administration séparé, etc. Et puis le rapport Liikanen, donc la solution qui est préconisée en Europe, enfin en tout cas qui est discutée actuellement en Europe, c'est le fait qu'on filialise, donc il paraît que Liikanen n'aime pas dire qu'on cantonne, donc lui il dit on sépare, mais en réalité c'est pas vraiment on sépare, les activités de trading. Et alors ce qui est très important, et ça c'est vraiment un point positif, il dit aussi le market making. Alors bon, c'est un peu technique, si vous voulez on pourra y revenir, mais ça c'est très important, il ne faut pas céder là-dessus. Or les banques françaises actuellement, elles sont en train de dire que le market making, il faut le mettre de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la banque de détail, et il ne faut surtout pas céder sur cette question. Mais donc je pourrais vous expliquer un petit peu pourquoi, si ça vous intéresse, dans la discussion. Bon, donc juste, non mais parce que je ne veux pas qu'on me coupe sur le bancaire.
Donc pourquoi est-ce qu'il faut... en fait, quelle que soit la solution, l'idée c'est quand même bien d'essayer d'insulariser des activités de trading, en fait, la banque commerciale. Pourquoi c'est important ça? Eh ben, c'est pour contrer tous les effets pervers dont je vous ai parlé, mais pas uniquement. C'est également parce que on s'est rendu compte que quand vous mixez les deux activités, le risque c'est que, en raison des rendements élevés de ce qui est l'activité de trading, rendements élevés mais quand même qui peuvent être très fluctuants, qui sont beaucoup plus volatiles, eh bien ça a tendance à évincer les ressources humaines et financières de la banque commerciale. Et pourtant, le rendement social de la banque commerciale est sûrement plus élevé que le rendement social des activités de trading. Et on le voit très bien, hein. Le problème, c'est que la finance, ça a capté tous nos ingénieurs, j'exagère quand je dis tout, mais beaucoup. Le problème de la désindustrialisation est en partie lié à ça. La finance a capté les gens les mieux formés. Donc ça, c'est une des raisons. Donc dans une perspective sociétale, si vous voulez, c'est important de faire ça. Le dernier argument majeur que je voudrais développer en faveur de la séparation, alors le lien n'est pas forcément évident, mais j'espère que je vais vous persuader qu'il l'est, c'est l'Union bancaire européenne. C'est-à-dire que l'Union bancaire européenne, c'est un projet qui a été adopté, disons, lors du Conseil européen de fin juin de cette année. Et en fait, l'idée, c'est... pourquoi l'union bancaire? On essaye de déconnecter le problème de la crise de la dette souveraine du problème de la fragilité des banques. Parce que comme vous savez, c'est surtout des banques qui détiennent les titres de la dette souveraine. À chaque fois qu'on dégrade la note d'un État, et derrière on dégrade la note des banques. Et donc, in fine, c'est un cercle vicieux. Ces banques sont obligées ensuite de rationner davantage les financements, etc. Donc on essaye de déconnecter les deux. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va passer au niveau fédéral, ce qui est du domaine du contrôle des banques, de la gestion de la faillite des banques, même l'assurance dépôt, etc. Donc voilà, on passe au niveau fédéral et donc on va avoir un superviseur unique en Europe, une assurance dépôt unique en Europe. Ça veut dire que vous et moi, on ne sera pas dépendants de l'état des finances publiques françaises, mais de l'état des finances, de la possibilité d'indemniser au niveau européen. Alors le problème, c'est que si on ne fait que ça, on crée un monstre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous montez au niveau fédéral l'assurance, vous donnez encore plus de valeur aux garanties implicites. C'est-à-dire que vous subventionnez encore plus les grandes banques. Vous les incitez à devenir plus grandes puisque la garantie, elle est plus grande. C'est pour ça qu'il est important de faire en même temps la réforme de la structure des banques et donc de cantonner vraiment les risques qui peuvent être, assurés. Et d'ailleurs, je rappellerai que dans les années 30, quand on dit le Glass-Steagall Act, c'est la séparation des activités, on oublie que c'est pas que ça. Certes, c'était la séparation des activités, c'est ce qui manque dans l'union bancaire, mais c'était également tous les composants de l'union bancaire aujourd'hui. C'est-à-dire, on crée une assurance dépôt fédérale, le FDIC, on lui donne des pouvoirs en matière de résolution des défaillances bancaires, et en même temps, on sépare les activités. Donc c'est exactement les composants de l'union bancaire aujourd'hui, sauf que nous, on ne décide pas encore de séparer les activités. Donc je pense qu'il est absolument impératif de le faire, parce que sinon, ça veut dire que vous et moi, en tant que contribuables, eh bien, in fine, on devra garantir les dépôts, d'un Allemand de la Deutsche Bank ou d'un Espagnol de Santander, y compris si la Deutsche Bank ou Santander ont fait des pertes de trading, et ça, c'est politiquement inacceptable. On ne peut pas accepter collectivement d'assurer des questions, des pertes qui seraient liées à des activités spéculatives de marché. Donc l'union bancaire, c'est probablement, s'il y a un moyen de sauver la zone euro, ça fait partie de la solution. C'est aussi un composant essentiel donc de la stabilité financière, mais simplement si c'est coupé à une réforme de la structure des banques vraiment importante. Merci. Donc les problèmes nous viennent assez largement de ces mastodontes financiers dont on peut s'interroger sur l'utilité sociale de leur activité. On pourrait penser que des banques plus petites pourraient rendre autant de services. Et c'est notamment pour ça qu'il faut coupler la marche vers l'union bancaire, vers une politique qui vise justement à limiter leur taille. Alors Pierre Valentin, vous êtes le banquier de l'affaire, même si vous êtes un banquier un peu particulier et coopératif. Comment voit-on les choses de l'intérieur? Est-ce qu'on va dans le bon sens, à votre sens, du point de vue du contrôle de la finance aujourd'hui? Je crois que vous vouliez parler aussi des acteurs non bancaires, parce que c'est pas le tout de s'occuper des banquiers. Oui.
Oui, effectivement, à votre question, comment contrôler la finance et est-ce que le contrôle de la finance, ça marche? J'ai envie de commencer par répondre d'une façon un peu partielle sur le contrôle de la banque. Et je crois que contrôler la banque, ça marche. Parce que la réglementation influence énormément les comportements bancaires. Et d'une certaine façon, on peut dire que ça a marché. C'est-à-dire que quand on a allégé la réglementation, ça a conduit à des phénomènes, à des comportements des banques qui correspondaient tout à fait à ce qu'on pouvait en attendre, c'est-à-dire que moins de réglementation égale, quelque part, plus de risques et des comportements pas forcément exemplaires. Et aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où la réglementation se renforce de façon considérable. C'est en train d'entrer en application. Et on voit déjà, je vais essayer de le montrer, des phénomènes qui prouvent que le comportement des banques a changé. Sans doute pas de gaieté de cœur, mais il a changé. Il y aura une deuxième question, c'est contrôler la finance non bancaire. Là-dessus, n'étant pas dans la finance non bancaire, mais dans la banque, j'ai peut-être moins d'informations, mais j'ai l'impression qu'on est très en retard par rapport à ce qu'on a déjà fait sur les banques. Et c'est normal. Parce que les banques, pour ouvrir une banque, il faut un agrément, il faut aller voir l'autorité de surveillance bancaire. Et si on n'obtient pas cet agrément, on ne peut pas ouvrir une banque. La finance non bancaire, elle est plutôt caractérisée par une absence d'agrément, une absence de contrôle. Et donc, il faut faire énormément de textes nouveaux et créer des autorités nouvelles, alors que pour les banques, les autorités existent déjà. Bon, je vais revenir un petit peu historiquement sur cette espèce de balancier auquel on a assisté. Une réglementation qui s'est fait dépasser par les événements dans la période de l'euphorie financière, qui en gros démarre dans les années 80 et se termine en 2007, et puis ensuite la crise. Donc les années 80-2007, c'est des années d'euphorie, et c'est des années d'euphorie avec une accentuation dans la dernière période, donc fin des années 90 jusqu'à 2007. Alors par quoi est-ce marqué pratiquement en chiffres dans la banque? Par une croissance extraordinaire des bilans de banque, c'est-à-dire de l'ensemble des actifs, mais aussi de l'ensemble des crédits, de l'ensemble des dépôts, qui croissent en gros sur la zone euro autour de 8% par an durant cette période, alors que la zone euro a une croissance en volume de l'ordre de 2%, mais avec l'inflation que vous rajoutez, c'est de l'ordre de 4%. Autrement dit, la croissance bancaire est le double de la croissance du PIB en valeur. Alors, les banques n'ont pas fait comme les entreprises non financières. Elles ne sont pas allées chercher la croissance dans des pays étrangers où le taux de croissance était très supérieur à celui de la zone euro. Il n'y avait pas besoin de ça. Il suffisait de profiter de cette espèce de foisonnement, d'ailleurs assez incompréhensible. Pourquoi faut-il que le crédit double, enfin que le crédit progresse 2 fois plus vite que le PIB? Alors, il y a quand même quelques explications. Il y a le prix des actifs, en particulier de l'immobilier, mais il y a aussi des mécanismes qui ont conduit à endetter des agents pour des motifs pour lesquels, dans le passé, ils ne s'endettaient pas. Par exemple, les rachats d'entreprises par endettement, les fonds de LBO, c'était quelque chose qui n'existait pas avant les années 80. Donc cette partie de la hausse du crédit, on n'est pas sûr de sa contribution à la croissance. Je ne suis pas sûr que les fonds de LBO contribuent à la croissance du pays et qu'on n'aurait pas la même croissance s'ils n'étaient pas là. En tout cas, je rejoins totalement ce qui a été dit sur ce sujet, sans vouloir critiquer mes confrères des fonds de LBO. Il faut que je reste relativement diplomate dans cette séance. Voilà, donc cette croissance très importante des bilans des banques, elle ne se traduit pas, et c'est le mystère, par une croissance des fonds propres. Les fonds propres des banques ne bougent pas. C'est-à-dire que les fonds propres, les banques ont des résultats, mais soit elles les distribuent, soit elles rachètent leurs propres actions. Et donc, elles se débrouillent pour avoir un ratio qui se dégrade entre la taille de leurs fonds propres et la taille de leur bilan. Autrement dit, pour toute personne sensée qui observe ce comportement, il y a une croissance des risques. Je vous donne un seul exemple. La Deutsche Bank, à la fin des années 90, a un ratio entre les fonds propres et le total du bilan de 5%. En 2007, le ratio est passé à 2%. Bon, quand vous empruntez 98% de l'argent que vous prêtez, puisque vous n'avez que 2% de fonds propres, vous prenez tout de même pas mal de risques. Alors certes, vous l'empruntez sous forme de dépôt et pas forcément sur le marché, mais enfin aussi en partie sur le marché, mais surtout un raisonnement évident qui consiste à dire, bon, s'il y a 2% des actifs qui se dégradent, des prêts qui ne sont pas remboursés par exemple, ben vous perdez la totalité des fonds propres, vous ruinez totalement vos actionnaires. Donc ça ne paraît pas raisonnable. Mais pourtant, ça s'est produit et cette croissance des risques n'a pas alerté les autorités de supervision bancaire. Et c'est là qu'on est amené à parler de réglementation bancaire. Parce que les ratios, il existe des ratios qui limitent l'activité bancaire, bien sûr. Et ces ratios portent justement sur les fonds propres. Et il faut avoir suffisamment de fonds propres par rapport aux risques qu'on engage. Mais ces risques sont calculés avec des coefficients. Donc, un crédit est coefficienté suivant qu'il est plus ou moins risqué.
Et puis, ce n'est pas simplement le risque qui définit le coefficient. Et c'est là où on peut dire qu'il y a eu quelque chose de vraiment très défaillant dans la réglementation bancaire. Dans les années 95 en France, on a décidé de changer le coefficient de risque suivant la nature de l'actif détenu. Avant 95, quand on prêtait par exemple à France Télécom ou quand on achetait une obligation émise par France Télécom, et une obligation c'est comme un prêt, la seule différence c'est que c'est négociable, on avait le même coefficient de risque. En 95, sous la pression d'un certain nombre de lobbies des banques d'investissement, il faut le dire, on décide que quand on prête à France Télécom, rien ne change, mais quand on achète une obligation de France Télécom, le coefficient est 5 fois moins important. Pas 20% de moins, 5 fois moins important. Il est divisé par 5. Donc évidemment, les banquiers déforment la structure de leur bilan, moins de crédit, plus d'obligations. Ils peuvent même aller voir leurs clients en leur disant « Tiens, si vous me remboursiez votre crédit, émettez une obligation, je vais la souscrire. La seule contrainte, c'est que cette obligation, mais c'est un peu technique, son prix soit calculé et que les variations de prix soient enregistrées dans les résultats de la banque, d'où le nom de trading pour cette activité. Et évidemment, ça provoque une augmentation de la taille des bilans par l'augmentation de ces portefeuilles de titres, sans que les ratios se dégradent, alors que, on l'a vu, les fonds propres sont devenus très faibles par rapport au total de bilan. Donc c'est une espèce d'entourloupe, il faut dire le mot. Évidemment, c'est aussi le moment où les traders sont de mieux en mieux payés, ben forcément parce que par rapport au pauvre banquier d'exploitation qui fait exactement le même travail, il y a 5 fois moins de fonds propres dans la banque d'investissement que dans la banque commerciale. Donc il y a certainement eu un gros problème de ce côté-là. Ce n'est pas le seul élément, mais je trouve que c'est un élément qui n'est pas suffisamment souligné, donc je me permets de le rappeler. Et donc on peut dire en gros, pour simplifier, mais je ne pense pas qu'on caricature en disant ça, la réglementation a parfaitement assumé le fait de favoriser le métier du titre par rapport au métier du crédit. Donc, pour terminer sur cette période d'euphorie financière, évidemment à laquelle cette décision a contribué, c'est une période qui est marquée par un âge d'or de la rentabilité des banques, puisque avec très peu de fonds propres, elles peuvent avoir des bilans, des actifs énormes. Et on trouve par exemple en 2006 les grandes banques françaises cotées qui présentent des rentabilités de l'ordre de 20%, rentabilité étant définie comme le résultat divisé par les fonds propres, ce que les Anglais appellent le return on equity. 20%, alors que les entreprises non financières cotées sont à 15%. Donc il y a 5% de rentabilité supplémentaire sans aucune autre raison que cette euphorie financière et en particulier une réglementation qu'on peut qualifier d'un petit peu naïve. Alors, d'autres éléments sur cette période d'euphorie financière, c'est la facilité à se financer sur le marché. Cette facilité à se financer sur le marché, elle n'est pas complètement provoquée là par des questions de réglementation, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps. Et ça permet à des banques de pays qui ne sont pas structurellement excédentaires en capitaux, donc un pays comme la France qui a plutôt un déficit courant ou qui est à l'équilibre, n'est pas un pays où il est archi-naturel que les banques aillent prêter à l'étranger, puisqu'il n'y a pas d'excédent d'épargne nationale. Et bien pourtant, ces banques vont pouvoir prêter massivement à l'étranger. Alors, ce n'était pas forcément des prêts spéculatifs. D'ailleurs, en général, ça n'était pas des prêts spéculatifs. Mais l'ensemble des banques françaises avaient, il y a encore quelques années, des engagements à l'étranger de l'ordre du PIB, de l'ordre de 2000 milliards. 2000 milliards, c'est à la fois la taille de bilan, comme vous l'avez rappelé, de la BNP, mais c'est aussi l'ensemble des engagements à l'étranger des banques françaises. Mais comme il n'y a pas d'excédent structurel d'épargne en France, puisqu'il n'y a pas d'excédent courant, eh bien, ces 2000 milliards, ils sont à la fois prêtés à l'étranger, mais empruntés à l'étranger, quelque part. Et donc, on a une dépendance, vous voyez, au marché, et c'est parce qu'il est facile de s'endetter sur les marchés, par exemple en dollars, qu'on peut financer des avions, des infrastructures, donc des choses très utiles à l'économie et qui ont donné des positions majeures aux banques françaises. Donc, ce qui va se passer après la crise, le repli des bilans, ça va aussi avoir des conséquences assez négatives. D'autres banques vont prendre la place de ce qui était quand même un leadership bancaire français. Alors la crise, je vais aller rapidement sur la crise parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe depuis que la réglementation a changé. La crise vient clairement des marchés financiers et surtout des effets délétères de la transformation de crédit en titre, donc ce qui est parfaitement cohérent avec ce que j'ai dit jusqu'alors. Et rétrospectivement, tout le monde fait le même constat, c'est-à-dire la réglementation a été trop laxiste, et surtout elle a été trop laxiste dans le domaine du titre. Là, je parle bien de la réglementation des banques. Et puis, il y a un accent aussi dans la nouvelle réglementation et dans le diagnostic mis sur cette question de la liquidité. On se dit, il ne faut pas que les banques dépendent trop des marchés financiers, il vaut mieux
il vaut mieux qu'ils s'endettent sous forme de dépôt auprès de leur clientèle. Là, il y a un postulat qui n'est pas forcément toujours vrai, c'est que les clients sont plus fiables, plus fidèles, plus stables quand ils apportent des concours à une banque par leur dépôt que des investisseurs institutionnels qui prendraient peur plus facilement. On a des exemples aussi de panique des déposants. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un diagnostic parfait, mais enfin, c'est ce qui va se passer. Alors, donc il y a des réglementations qui changent, c'est ce qu'on appelle BAL 3. Une directive européenne qui transpose BAL 3 est en cours de vote au Parlement européen, ça prend un peu de temps. Les Américains ont décidé, eux, après avoir dit qu'ils appliqueraient cette réglementation, de reporter, sans fixer de nouveaux délais, l'application de BAL 3. Donc là, on va avoir des problèmes de concurrence parce que les banques sont quand même soucieuses que certaines banques n'aient pas des boulets aux pieds, tandis que d'autres n'auraient aucune contrainte. Mais enfin, BAL 3 va donc s'appliquer. Alors, qu'est-ce que ça va induire BAL 3, eh bien, très clairement, c'est commencé. Si vous regardez les chiffres, ça a démarré. Diminution de la taille des bilans bancaires. Donc BAL 3, excusez-moi, c'est un ensemble de règles qui encadrent les risques pris par les banques et leur impose un certain nombre de contreparties, qui est mise en place par le comité de Bâle qui rassemble les responsables des banques centrales de la plupart des pays industrialisés et qui ont été bénis en particulier par le G20. Absolument. Alors, la diminution de la taille des bilans, elle a démarré. Et comment elle se fait? Elle se fait par l'arrêt de certaines activités. Alors, quelles activités? Ce sont les activités qui sont évidemment les plus pénalisées par la nouvelle réglementation ou par le nouveau contexte de marché. Alors, on ne va pas pleurer sur le fait que les banques vont prêter moins aux hedge funds ou aux fonds de LBO. Mais lorsqu'on les voit prêter moins, je le disais, en dollars, parce que justement leurs ressources en dollars sont des ressources de marché et pas des dépôts de la clientèle, c'est un peu plus délicat. Lorsqu'on voit qu'elles se retirent assez massivement du financement des collectivités locales parce que les collectivités locales ne peuvent pas mettre leur argent dans les banques, il est au trésor, donc il n'y a pas de dépôt, c'est uniquement une source de crédit, ce n'est pas une source de dépôt. Là, c'est l'investissement public qui peut être en cause. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que c'est en cours. Une banque comme la BNP a déjà diminué son bilan par rapport au plus haut d'avant la crise de quelque chose comme 5%. Bon, c'est beaucoup quand même, 5%, et ça va continuer. Et en même temps qu'on diminue les bilans, donc on fait exactement le contraire de ce qu'on a fait avant, on augmente les fonds propres. La BNP avait 55 milliards de fonds propres en 2006, et déjà 2000 milliards de bilan, un peu plus que 2000 milliards. Elle a 85 milliards de fonds propres maintenant, et elle n'a plus que 1960 milliards de taille de bilan. Donc on diminue l'effet de levier, et le résultat de cette diminution, c'est une réduction de la rentabilité des banques. En gros, les banques ont divisé par 2, ou pas loin, leur rentabilité sur fonds propres. La BNP, l'une des meilleures banques, toujours pour la citer, va annoncer des très bons résultats, mais il faut les rapporter à des fonds propres qui sont presque 2 fois supérieurs à ceux aux résultats qu'elle a annoncés en 2006. Donc, il y a indiscutablement une réglementation qui mord sur la façon dont les banques se comportent. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des banques plus sûres mais moins rentables. C'est un peu ce qu'on voulait, hein, donc c'est pas forcément plus mal. Des banques qui ont arrêté beaucoup de financement spéculatif ou d'activités spéculatives parce que c'est là que la pénalisation a été la plus forte. C'est aussi là que la déréglementation avait été la plus favorable. Donc, on est vraiment dans la parfaite symétrie. Donc on a eu, si on peut dire, une phase de croissance et de mondialisation, d'internationalisation des banques. Et aujourd'hui, on est dans la décroissance et la démondialisation. C'est indiscutable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans la finance non bancaire? Eh bien, dans la finance non bancaire, il se passe quasiment rien. Il y a un certain nombre d'établissements qui peuvent faire du crédit sans être réglementés. En France, c'est pas possible parce qu'on a une réglementation plus stricte qu'ailleurs. Mais dans la directive européenne qui réglemente les activités bancaires, il est dit pour être une banque, il faut recevoir des dépôts du public. Mais si vous ne recevez pas de dépôts du public, si vous faites du crédit, vous n'avez aucune autorité de supervision qui regarde ce que vous faites. C'est le cas en Belgique, en Pologne, dans plein de pays d'Europe. Donc là, je trouve qu'il y a un danger, et le danger est d'autant plus fort que comme la pression monte sur les banques, eh bien, la tentation d'aller faire le même métier en dehors de la banque est évidemment très forte. Voilà. Et on sait que c'est un vrai danger parce que les modèles de financement de l'économie sont très divers. Il y a des pays, les États-Unis, où le financement par les banques est plutôt minoritaire, alors que l'Europe, c'était majoritaire. Voilà. Le dernier point que je voulais dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'un côté une réglementation qui fait changer le comportement des banques, et puis de l'autre des acteurs qui, eux, n'auraient pas changé d'idée. C'est un ensemble
d'effets, je ne sais pas si vous les appelez des effets de mode, un air du temps, je dirais, idéologique, qui fait qu'on a une vision aujourd'hui, à la fois l'opinion publique, les États, les agences de notation, elles ont complètement changé leur façon de voir les bilans bancaires. Et donc, même s'il n'y avait pas la réglementation, ces changements, on les verrait quand même. La réglementation, quelque part, ne fait qu'acter cette espèce d'air du temps. D'accord. Donc une réglementation qui avait été très laxiste avant la crise et qui avait incontestablement une responsabilité très lourde dans son déclenchement et son aggravation. Une réglementation qui a changé et qui a changé effectivement le comportement des acteurs, qui sont à la fois devenus incontestablement plus sûrs et moins rentables. Enfin, ça a quand même aussi un impact macroéconomique sensible. C'est-à-dire que quand les banques deviennent plus sûres et moins rentables, ça veut dire aussi qu'elles sont moins tentées, enfin, elles alimentent moins facilement l'économie réelle en crédit malgré tout. Alors, ça avait eu beaucoup d'inconvénients précédemment, mais ça en a aussi dans la phase actuelle malgré tout. Et enfin, des activités non bancaires qui, elles, tendent quand même à être favorisées par les réglementations de plus en plus strictes sur les banques elles-mêmes et qui, elles, restent totalement en dehors du champ des régulations en cours. Alors, les interventions étaient souvent un peu techniques, mais je pense que c'est vrai que c'est important de ne pas être sur ces questions-là simplement dans l'idéologie et le sentiment et les impressions. Et les sujets nécessitent effectivement d'aller au fond de la technique et des conséquences pratiques de ce qui est en train d'être mis en place. Nous avons débordé, comme c'est assez souvent le cas, de l'espace de temps qui était prévu pour cette première phase, mais il nous reste malgré tout trois quarts d'heure pour avoir un échange avec vous. Donc, qui est-ce qui veut bien se lancer pour une première question, interpellation? Monsieur en bas. Ah, pardon, madame, excusez-moi. Je ne vois rien, c'est pour ça. Bon, j'avais une question. Bon, je ne sais pas si... Bon. Ah. Oui, il y a une double question. L'une sur la criminalité financière, parce que la criminalité financière et les frontières de plus en plus floues entre la finance officielle et la finance souterraine, en particulier avec les mafias chinoises, russes, etc. J'ai lu le bouquin du commissaire divisionnaire Jean-François Guéraud, plus le rapport de l'ONU sur la criminalité qui est de Vienne, l'UNODC, qui fait un rapport annuel sur la criminalité mondiale, la drogue, la prostitution, etc. Et aussi qui pointe ce grossissement de la mafia. Donc c'est sa première question. Deuxièmement, j'ai vu aussi une étude, c'est un peu différent, de deux ingénieurs suisses, je ne sais plus si c'est Zurich ou sur les 28 entités systémiques. Alors c'est pas forcément la même, qui fait que sur 40 000 de mémoire, 40 000 acteurs économiques mondiaux sur leur participation et qui en fait un réseau, une sorte de toile d'araignée des plus importants acteurs. Et il en sort une cinquantaine, mais parmi le premier, si je me souviens de mémoire, c'est Barclays, mais le quatrième, c'est AXA. Et on n'a pas parlé des assureurs dans le monde de la finance. Donc voilà mes deux questions. D'accord, merci. Oui. Allez-y. Oui. Moi, je voudrais remercier tous les intervenants et notamment M. Pierre Valentin parce que son propos nous montre... Vous pouvez parler près du micro, s'il vous plaît. Oui, je voudrais remercier tous les intervenants et notamment M. Valentin qui nous a montré au travers de son propos que le crédit coopératif, en effet, n'était pas une banque comme les autres. Et je voudrais gentiment interpeller Mme Cialom qui nous a dit qu'elle avait découvert récemment, à la lumière d'autres études d'économistes, que finance et croissance n'étaient pas nécessairement liées. Moi, je ne suis pas économiste, je suis simple observateur, mais au travers de 3 exemples rapides, je voudrais vous démontrer que n'importe qui peut constater cet état de fait. Croissance et finance ne sont pas liés. Le marché des actions, le marché primaire des émissions d'actions, celles qui effectivement financent l'entreprise, ça représente quelques pourcents, je crois même que c'est de l'ordre de 1% des transactions globales sur le marché des actions. Ça veut dire que 99% des transactions sur le marché boursier concernent des actions existantes entre financiers et financiers. Deuxième exemple, le marché des matières premières. Je crois que les transactions, les opérations de couverture, par exemple sur le marché du blé, des couvertures entre financiers et industriels, c'est-à-dire celles qui correspondent à l'activité réelle. Ça représente à peu près 1% des transactions sur le marché du blé. Tout le reste, 99%,
c'est des transactions de contrats de financier à financier, c'est-à-dire qui ne correspondent à aucune activité réelle. Je pense qu'avec ces deux exemples, on a compris ce que vous vouliez dire, monsieur. Non, si vous m'y autorisez, et rapidement, je voudrais prendre un troisième exemple, puisqu'il se réfère à un propos de M. Valentin sur les LBO. Alors, il a expliqué que les LBO consistaient à racheter une entreprise par des fonds d'investissement en s'endettant. Mais je dirais, il faut être complètement naïf, pardonnez-moi, pour penser qu'une entreprise qui consacre 80% ou 90% de son résultat au remboursement d'une dette bancaire pour enrichir un fonds d'investissement va connaître la même croissance qu'une entreprise qui consacre 80% de ce résultat à son développement, à reprendre des confrères, à faire de la recherche développement, etc., etc. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Merci. Alors, On prend plusieurs questions. encore deux questions et puis on va y répondre. Oui, bonjour. Alors, moi j'ai une question pour Madame Chalom. Il s'agit de la séparation des banques, qui est une question très très importante et c'est un peu le test pour le gouvernement de M. Hollande. C'est une question qui va être mise en Conseil des ministres le 19 décembre, il me semble. Et j'aimerais connaître votre position par rapport à la réforme Moscovici que lui propose. Parce que, en fait, M. Hollande avait promis le 22 janvier, au discours du Bourget, de séparer les activités des banques. Ça, on a bien retenu. Et ma référence, c'est en fait la séparation des banques de 1945, du Conseil national de la résistance. C'était une loi qui a fonctionné en France et qui séparait dans des entités juridiques différentes, en fait. Les banques de dépôt et les banques qui spéculent. Ouais. Ça, c'est très, très important de faire la différence. Oui, oui. Et je pense que Mme Chalom voit bien ce que vous voulez dire. Oui, mais le public, pas forcément, parce qu'on parle beaucoup de séparer les banques, mais c'est différent de séparer les activités et de séparer les banques dans des entités juridiques différentes. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que propose M. Moscovici, parce que j'ai compris que lui, il va plutôt dans la direction des banquiers, qu'il travaille avec eux d'ailleurs. Il a reçu beaucoup de conseils de leur part, et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils vont proposer? D'accord. Je ne voudrais pas pénaliser outre mesure madame qui... Une question en haut ici. Ah. Sur votre droite. Ok. Oui, bonsoir. Moi, je me demandais simplement, au lieu de penser comment contrôler la finance mondiale, ne vaudrait-il pas mieux se demander comment pouvoir trouver un accord commun qui permettrait de réguler les différents marchés financiers mondiaux, qui s'appliquerait aussi bien aux États-Unis qu'à l'Europe, car la crise est avant tout due à la dérégulation des marchés financiers et non à leur contrôle. D'accord. Et donc, enfin, s'il est possible de porter un micro à madame. Ici, tout en bas. Bonsoir. Je crois que la loi qui interdit aux femmes de porter le pantalon n'est toujours pas abrogée. Ce qui n'empêche pas qu'aucune action n'a été menée contre les femmes qui portent le pantalon. J'en fais partie, d'où quelquefois des confusions. Je crois que je vais dorénavant me mettre en jupe à toutes les conférences. Ceci pour vous demander, vous avez parlé de lois qui encadrent le BAL 3, des lois qui encadrent les financements. J'aurais voulu savoir ce qui se passe si les banques ou les banquiers ne respectent pas ces lois. Qui peut mener des actions contre eux et quelles sont les éventuelles sanctions? Et je pense là aux Islandais qui, eux, ne se sont pas laissés faire par rapport à la crise financière et qui ont emmené leurs banquiers devant les tribunaux. Contrairement aux Américains qui vivent très bien avec des banquiers richissimes après les avoir escroqués. Merci. D'accord. Alors, Pierre Valentin, il y avait une question qui s'adressait directement à vous et vous souhaitiez réagir tout à l'heure. Oui, je voudrais peut-être tempérer un petit peu ce que j'ai dit sur l'utilité de la finance. Je trouve que l'exemple que vous avez cité, monsieur, sur le pourcentage de nouvelles actions émises dans le marché par rapport aux transactions sur actions existantes est très intéressant. Vous auriez presque pu aller plus loin parce que je crois qu'il y a eu des années où en net, il y a eu plus d'actions détruites, rachetées par leurs émetteurs et supprimées, que d'actions émises. Donc, autrement dit, on a assisté à une espèce de capitalisme sans capital. C'est quand même bizarre que ce soit pas les coopératives, mais les sociétés de capitaux qui aient inventé la raréfaction du capital. Mais c'est comme ça, pour qu'il soit le plus rentable possible, évidemment. Donc, je crois que ceci marque bien que la finance
dans son hypertrophie, je pense que c'est évidemment un gros risque, mais que dans la finance, il y a un certain nombre de services extrêmement utiles. Et ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est faire de la finance un peu autrement, en se concentrant sur les instruments financiers qui financent les projets, qui financent l'économie réelle. Mais il y en a quand même énormément. Enfin, dans mes collègues dans les banques d'investissement, j'en vois beaucoup qui montent des émissions obligataires pour telle ou telle grande entreprise, et c'est utile, on a besoin de ça. Et les banques, si elles étaient trop petites, ne pourraient pas à elles seules financer, si elles étaient toutes petites, ne pourraient pas à elles seules financer les besoins de ces très grosses entreprises qui ont recours au marché obligataire. Donc on a besoin de grandes banques, et on a aussi besoin de finances. Maintenant, ça ne retire rien, je pense, à la nécessité de le contrôler, mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci. Donc, l'ancien homme, vous avez été interrogé directement sur la séparation des banques et les projets français. Mais je voudrais d'abord répondre à la première personne qui m'a interpellée, parce que quand même, là, ça me gêne. Je crois que je me suis mal exprimée. Évidemment qu'à titre personnel, je n'ai pas appris que finance et croissance n'étaient pas liées. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder des travaux qui ont été menés bien avant la crise pour ça. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que là, le consensus, d'ailleurs, il me semblait l'avoir dit, c'est le consensus parmi les économistes, y compris parmi les économistes standards, qui est en train de se fissurer. Et c'est pour ça que j'en ai parlé là. C'est-à-dire que nous, des gens comme Dominique et moi, jusqu'à il y a peu, on était considérés comme des économistes qui étaient des oiseaux de mauvais augure. Donc voilà, on n'était pas du tout entendus sur ces questions-là. Maintenant, c'est au cœur même des études économiques reconnues, standards au niveau international, qu'on trouve cette remise en cause du consensus, y compris de la part d'économistes qui avaient une position inverse avant le début de la crise. Donc je me suis un peu sentie pincée au vif, donc c'est pour ça que je tenais à y répondre. Mais évidemment, tout ce que vous dites, évidemment, j'y souscris et je n'ai pas découvert là juste récemment dans les derniers mois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant ce qu'a dit la jeune femme qui était en haut, que je ne voyais pas très bien d'ici, je pense effectivement que le gouvernement français est très modeste, disons, je vais être gentille, disons, prépare quelque chose d'assez light en matière de régulation des banques. Et le lobby bancaire a été, comme d'habitude, un rouleau compresseur et les réseaux d'un ex-président de la plus grande des banques françaises a été d'un activisme forcené. Donc effectivement, ce que préparait le gouvernement, c'était une réforme un peu à l'américaine, c'est-à-dire l'interdiction des activités de trading pour compte propre. Entre-temps, il y a eu le rapport Liikanen, début octobre, et je pense que ça a pris à contre-pied un peu les projets qu'ils avaient en préparation. Et donc, ils ont été obligés d'annoncer aussi un peu une séparation, mais très light, notamment parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ligne de séparation semble ne pas être la ligne de séparation qui conviendrait. Et en plus de ça, je veux dire, dans ce domaine-là, le diable est dans les détails. Hein. Si vous filialisez simplement, je signale quand même que parmi nos 4 grandes banques françaises, il y en a 2 qui ont déjà filialisé leurs activités de trading. Si par rapport à ça, vous n'avez pas une régulation plus intrusive, y compris dans la banque qui fait de la banque de marché, si vous n'avez pas des ratios de capitalisation qui sont différenciés, si vous n'avez pas vraiment un ratio de levier qui est... je veux dire, on n'aura rien fait. Filialiser, ça ne sert à rien. Hein, et notamment, si vous pouvez avoir des renflouements internes dans la banque, c'est-à-dire le fait qu'en cas de perte trop importante de la banque de marché, de fait, c'est la banque commerciale qui renflouera sa filiale, à ce moment-là, vous n'avez rien fait parce que le marché va considérer que le groupe, c'est un tout et qu'il soit filialisé ou pas filialisé, ça ne changera rien. Le problème qui risque quand même de se poser, c'est que si le rapport Liikanen, qui est encore en discussion, donne lieu à une directive, les banques françaises risquent d'être soumises à la double peine. D'avoir voulu préempter comme ça la négociation avec le gouvernement fait que d'un côté, ils vont avoir quelque chose d'assez soft, enfin on va peut-être quand même leur interdire des activités pour compte propre, mais ils seront bien obligés de transposer en loi française la directive européenne s'il y en a une, et donc ils risquent de se retrouver à vouloir avoir joué avant les autres et préempter les choses. Le risque quand même pour les grandes banques françaises, c'est d'avoir la double peine. Et le risque pour le gouvernement, ce sera d'apparaître comme ayant mis sur le marché des propositions qui sont inférieures à celles que mettront ensuite les gens de droite au niveau européen. Mais bon. Dominique Plion, il reste malgré tout plusieurs questions qui n'ont pas été répondues, à la fois sur la dimension criminalité financière, mafia,
l'étude suisse sur les grands acteurs systémiques et leurs collections, aussi éventuellement la question est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un accord mondial plutôt que de continuer à réguler les choses au niveau régional, etc. Et enfin, éventuellement, la question islandaise, mais peut-être que d'autres... Vous voulez que je commence par la question des sanctions ou... C'est Dominique qui est... Mais vous pouvez y revenir aussi. Alors, pour la criminalité financière, oui, c'est une bonne question, c'est très important. La mafia, c'est-à-dire en fait la question du blanchiment de l'argent qui est posée là, tout simplement, qui transite en grande partie par les paradis fiscaux dont je parlais tout à l'heure. Mais par définition, vous savez, les paradis fiscaux, c'est quelque chose qu'on a du mal à connaître, puisque c'est de l'argent clandestin. Donc, c'est un vrai souci. Donc, il y a un organisme international qui s'appelle le GAFI, groupe d'action pour la finance internationale, qui est intergouvernemental, qui essaye de travailler pour avoir des informations. Et on a des estimations. Et on voit très bien que le blanchiment de l'argent, de la drogue, de la prostitution et du commerce des armes, par exemple, constitue une des sources de circulation des capitaux clandestins les plus importantes. J'ai pas les chiffres en tête. Le chiffre que j'ai en tête, que vous pouvez retenir facilement, c'est que dans les paradis fiscaux circulent des fonds qui représentent 50%, donc la moitié des flux financiers internationaux, les capitaux. Donc l'argent qui circule entre les pays, si vous voulez, eh bien 50% passerait donc par les paradis fiscaux. Vous voyez, c'est pas marginal, c'est tout à fait important. Mais je voudrais insister, quelque chose qui peut être plus encore d'actualité, si bien qu'on parle de la mafia dans une des régions de France en ce moment, comme vous savez. Mais non, il y a un autre point qui est important. Les paradis fiscaux, ça sert aussi à l'évasion fiscale, c'est pour ça qu'on parle de paradis fiscaux. Et aujourd'hui, on parle aussi des crises des finances publiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour nos gouvernements, français, allemands, italiens, espagnols, notamment ces derniers qui ont des soucis importants pour boucler leur budget public, eh bien, c'est parce que notamment il y a de l'évasion fiscale. La Cour des comptes française évalue en moyenne entre 50 et 100 milliards chaque année l'évasion. Alors l'évasion, c'est pas la fraude, c'est légal. Enfin, c'est pas illégal, contrairement à la fraude. C'est le système qui laisse faire. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de laisser-faire de la part des gouvernements qui ne font rien pour empêcher que les multinationales, par exemple Total, qui payent très peu d'impôts en France, puissent aller loger dans des filiales, notamment, mais pas uniquement dans les paradis fiscaux, ces résultats, de manière à ne pas payer ou payer beaucoup moins d'impôts. Bon, pour moi, le problème de l'évasion fiscale, il me préoccupera encore plus dans le contexte aujourd'hui de... Je ne dis pas que la criminalité financière, c'est pas important, mais dans le contexte aujourd'hui de la crise des finances publiques, c'est vraiment un des domaines où il faudrait agir en urgence, parce que ça représente presque un tiers du déficit public de la France, enfin de l'État, que cette évasion fiscale. Donc là, il y a vraiment urgence à agir. Bien entendu, on ne peut pas agir tout seul. C'est un point, il est essentiel. Alors, deuxième question, l'accord commun que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux, entre les États-Unis ou transatlantique, Europe, États-Unis. Le problème, regardez ce qui vient de se passer, ça a été dit tout à l'heure à l'instant, là. C'est que les Américains viennent de décider de ne pas appliquer les accords Bâle III. Donc les Américains font ce qu'ils veulent, si vous voulez, et on n'est pas mieux que, je veux dire, en matière de coopération, mais disons que dans le domaine bancaire, c'est extrêmement difficile d'avoir une coopération. Alors, pour l'ensemble des marchés financiers, c'est encore plus difficile, ça a été dit, c'est une partie de la finance qui est largement moins régulée, donc c'est très 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 difficile. Voilà, donc j'appellerai de mes voeux qu'il y ait un accord de ce type, mais je crois qu'il ne faut pas rêver, à court terme, ça sera extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, il y a des affaires de revenus financiers énormes. La place de Londres, la place de New York, par exemple, sont des places financières qui rapportent énormément à ces pays et qui ne veulent surtout pas faire fuir des capitaux venant de toute la planète, notamment d'Asie, par une réglementation qui serait un peu plus contraignante chez eux dans le futur. Je réponds aussi sur Bâle III. Il y a une personne qui a dit, je crois, Bâle III, qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui se passe quand les banques ne respectent pas En fait, c'est très simple la réponse. C'est que dans le système actuel, Bâle ne donne pas des ordres, c'est simplement des recommandations. Alors ensuite, au niveau européen, on en fait des directives éventuellement. Mais c'est la pression des marchés qui fait que les banques appliquent les régulations. Pourquoi ? Parce qu'une banque qui aurait moins de fonds propres que d'autres, que ses concurrentes, immédiatement, quand elle irait sur les marchés pour lever des capitaux, paierait plus cher. Donc en fait, elles ont tout intérêt, dans la logique actuelle, à se conformer à certaines de ces règles, parce qu'autrement, il y a ce que les économistes appellent une sanction des marchés qui serait immédiate. Pour autant, alors vous avez parlé de l'Islande, c'est pas du tout la même question, l'Islande et la question de Bâle III, je crois qu'il faut pas mêler les deux, je pense. L'Islande, c'est, peut-être ici, presque tout le monde sait de quoi il retourne, c'est un tout petit pays, 300 000 habitants, mais qui a eu, on pourrait dire un village gaulois qui a résisté contre la finance internationale et qui, à l'occasion de 2 référendums, a décidé de dire non à des plans de restructuration
bancaire qui aurait coûté très cher aux contribuables. Et donc, c'est une forme de résistance, et bravo aux Islandais de l'avoir fait, surtout que maintenant, ils ont retrouvé le chemin de la reprise, que leur économie va beaucoup mieux, ce qui prouve que résister, dans certains cas, ça peut être tout à fait payant. Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'on ne peut pas transposer... Mais oui, attends, j'en viens là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas transposer ce qui se passe dans un petit pays de 300 000 habitants, qui est une île, qui en plus n'appartient pas à une union monétaire, donc qui a ensuite d'évaluer sa monnaie, avec ce qui se passe dans l'Union européenne, et notamment en particulier dans la zone euro. Donc je crois qu'il faut faire attention aux transpositions. Pour autant, c'est un exemple intéressant. Il n'y a pas que l'Islande, hein. On peut citer le cas de l'Argentine en 2001, qui a décidé de ne pas honorer sa dette. Et l'histoire, les livres d'histoire dont parlait Laurence Sialom, faits par des économistes ou des historiens, montrent que depuis la Mésopotamie d'ailleurs jusqu'à maintenant, le nombre de fois où on a annulé la dette est considérable. Donc d'ailleurs, on s'achemine vers ça probablement dans certains pays, et c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas que l'Islande, vous verrez, bientôt ça se produira peut-être dans d'autres pays. Si vous me permettez, oui, simplement, juste un mot sur la question de l'évasion fiscale. Un des paradoxes de la période dans laquelle on est, c'est que les gens qui en Europe sabotent le plus les efforts pour limiter l'évasion fiscale, c'est aujourd'hui l'Allemagne. Le gouvernement allemand qui a passé un accord avec la Suisse qui préserve notamment le secret bancaire suisse, alors que les efforts qui commençaient à converger entre l'Europe et les États-Unis pour faire sauter ce secret bancaire commençaient à porter leurs fruits. Donc si Madame Merkel veut vraiment que les Grecs, les Italiens cessent de mettre, et les Espagnols et les autres, cessent de mettre leur argent, et les Allemands, cessent de mettre leur argent en Suisse au lieu de payer et se mettent à payer des impôts dans leur pays, il faut d'abord qu'elle montre l'exemple. Mais Pierre Valentin. Oui, je voulais peut-être répondre à la question sur les sanctions, parce que c'est vrai qu'il y a la pression des marchés, mais il y a tout un tas de domaines où la pression des marchés n'existe pas et où la crainte des sanctions existe. Donc l'autorité de contrôle prudentiel, donc la supervision bancaire, est habilitée à venir dans tous les établissements bancaires faire une mission sur quelque sujet que ce soit, et nous devons rendre un certain nombre de ratios. En plus de respecter la réglementation, nous devons respecter un certain nombre de ratios très précis, par exemple sur les fonds propres. Nous envoyons un relevé tous les 6 mois à la Banque centrale, enfin l'autorité de contrôle prudentiel. Et si nous ne respectons pas ces ratios, nous pouvons encourir une sanction. D'ailleurs, ce sera sûrement le cas, et ça peut aller jusqu'au retrait de l'agrément bancaire. Donc le retrait de l'agrément bancaire, ça veut dire en général que quelqu'un de l'autorité de contrôle prudentiel prend la main sur la banque, gère de façon extinctive les crédits et les dépôts qui sont présents, ne fait plus aucune nouvelle opération, et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de banque. Donc c'est du sérieux, et c'est ce qui fait toute la différence avec une société de crédit non réglementée, qui, elle, n'aura jamais dans ses murs aucune inspection. Il y a peut-être AXA, la question AXA et des assurances à laquelle on n'a pas répondu. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la publication des sanctions sur le site de l'autorité de contrôle. Sur la question de l'assurance, je pense qu'effectivement, les assureurs sont les acteurs majeurs de la finance du côté des placements. Des placements sur les marchés financiers. Donc parfois ils prêtent aux banques à travers des obligations émises par les banques, mais bon, ils peuvent acheter aussi des obligations d'entreprise. Et ils ont une réglementation qui, elle, est en train d'être modifiée, mais qui a quand même été beaucoup moins facteur, enfin telle qu'elle est aujourd'hui, qui a quand même été beaucoup moins facteur de crise, même si, en regardant bien, en particulier aux États-Unis, ce qui s'est passé avec AIG, on voit que dans les métiers qui sont un peu à la frontière de la banque et de l'assurance, par exemple la prise de risque, la garantie de crédit en quelque sorte, là l'assurance est plutôt favorisée par rapport à la banque, c'est-à-dire qu'on lui demande encore moins de fonds propres. Et donc il y a un vrai risque d'une espèce d'assurance financière qui finirait mal parce qu'elle ne serait pas assez capitalisée. Je ne pense pas à AXA en disant ça, mais je pense à un certain nombre de gros assureurs américains qui ont fait faillite parce qu'ils garantissaient des obligations. Laurence Sialom, sur la même question. Oui, sur les assurances. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas dans les IFI, enfin des institutions financières systémiques? C'est parce qu'en fait, normalement, hormis dans des cas comme AIG, qui a dû être nationalisée, hein, mais elle n'est pas tombée par ses activités d'assurance, AIG. AIG est tombée parce qu'elle avait créé un département qui était une espèce de banque d'investissement à l'intérieur d'AIG et qui, en fait, a poussé le système jusqu'au bout, hein, à avoir des opérations sur dérivés avec un levier excessivement élevé, et c'est par ça qu'est arrivé le problème avec AIG. Parce que normalement, une assurance, dans ses activités d'assurance, a une structure de passif
qui est stable. C'est-à-dire que pourquoi c'est des banques qu'on met dans les institutions systémiques? C'est parce qu'elles ont une vulnérabilité particulière aux crises de liquidité, donc avec les possibilités de ruée de déposants, mais normalement ça s'est résolu avec les problèmes d'assurance, avec les assurances dépôts, et puis des ruées de marché comme ce qui s'est passé au cours de cette crise. Une assurance, c'est très différent, c'est-à-dire que les engagements qu'elle a, c'est sur plus long terme, c'est prévisible, etc. Donc a priori c'est moins systémique, mais par contre l'étude à laquelle vous faites référence, c'est lié aux interconnexions, et c'est lié effectivement à l'action des assurances sur les marchés, leur position sur les marchés. Effectivement, de ce point de vue, c'est des institutions qu'on peut considérer comme systémiques. Bien, on va reprendre une deuxième série d'interpellations, de questions. Alors, on va prendre un peu sur la droite, là, parce que j'ai été avec un biais gauchiste. Vous êtes prête? Alors, allez-y, même si ça aggrave le biais. Bien, ma question est la suivante. Comment peut-on parler de contrôle de la finance alors que ce sont des ex-collaborateurs de Goldman Sachs qui sont aux commandes, en particulier à la BCE, et à des postes décisionnaires, en Italie par exemple? Ok. Bon. Bonjour. Ma question porte sur le poids et l'influence des organismes financiers et des agences de notation. Et je me demandais pourquoi vous n'aviez pas évoqué le financement des États sur les marchés financiers, puisque c'est assez récent, c'est une quarantaine d'années, on va dire. Et je pense que c'est important sur l'influence que le monde de la finance a sur les politiques publiques. Donc, vous voulez dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un autre type de financement des États? Comme on avait avant, en fait, se financer par des banques centrales, par exemple. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a sûrement d'autres questions de ce côté-là? Oui. Allez-y. Moi, c'est une question un peu plus basique, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut être acteur dans ces dépôts. Et par rapport à ça, je voulais savoir justement, le crédit coopératif est-il différent des autres banques? J'aimerais bien que vous en parliez. Pas tout de suite, pas tout de suite. Allez-y, il y a d'autres... Oui, excusez-moi. Donc, je voudrais avoir votre sentiment sur, notamment, on parlait de contrôler la finance, mais sur la mesure du risque, en fait. Je suis étudiant en gestion des risques, en l'occurrence, et au travers de ces études, j'ai pu voir qu'il y a quand même pas mal de limites, notamment au travers de BAL 2, etc. Et que, par exemple, pour être plus concret, au travers de Dexia, la banque avait des ratios de solvabilité qui étaient aux normes de BAL 3, donc qui va être mis en place en 2016, 2020, 2024. Et qui pourtant est tombé entre-temps, quoi. Par ailleurs, j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur les marchés OTC ou les marchés de gré à gré, qui par définition ne sont pas réglementés, excepté entre les deux parties, quoi. Voilà, merci. D'accord. Alors, d'autres gens là? Bonjour. Allez-y. Vous avez développé la soumission des États par rapport aux banques. Et je voulais savoir si... l'Espagne avait apporté une solution en nationalisant Bankia et si c'était une bonne réponse. Et j'avais une deuxième question, c'est je voulais savoir comment était nommé le président de la Banque Centrale Européenne, puisque comme l'a souligné Dominique Plion, l'importance de la démocratie était réelle. Et donc voilà. D'accord. Allez-y. En tant que bon citoyen, j'essaye d'avoir l'avis des experts, il y en a quelques-uns ici, et puis je lis ce qui me tombe sous la main. Donc à l'entrée de la salle, j'avais un tract appel un style Glass-Steagall Global. Donc dans le point 2, les banques commerciales doivent être protégées par l'État, tandis que les banques d'investissement doivent se charger elles-mêmes de mettre de l'ordre dans leur bilan, sans que les contribuables soient mis à contribution. Ce qui veut dire, sur le plan pratique, et je cite, que des créances et des titres toxiques à hauteur de milliers de milliards de dollars devront être Excusez-moi, annulés. mais là, je pense que des créances et des titres toxiques à hauteur de milliers de milliards de dollars devront être annulés, même si cela provoque l'insolvabilité des banques. Alors, en tant que citoyen, si vous pouvez m'éclairer. D'accord. Alors. Oui, bonjour. Je voulais juste poser une question sur,
C'est pas vraiment comment contrôler la finance, ma question, c'est plutôt pourquoi la finance n'est-elle pas déjà régulée, pourquoi des idées qui sont en fait prônées par des économistes et des groupes depuis des années n'ont pas été écoutées, pourquoi notamment des gens comme Bernanke et Greenspan n'ont pas écouté les appels comme on a vu hier dans le film Inside Job, et surtout on n'a pas parlé du tout du scandale du Libor de cet été, et je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant puisque en fait, c'est après la crise de 2008, c'est déconnecté un peu de... Voilà. Puis on parle de la crise des dettes souveraines, on parle de la crise des dettes souveraines, mais j'ai pas du tout entendu parler du Libor. Et enfin, une dernière question pour revenir sur ce que disait Dominique Plion. Est-ce que finalement, pour changer et contrôler efficacement la finance, il ne faut pas également changer la démocratie, enfin, le système démocratique tel qu'il est présent à l'heure actuelle, puisqu'on va demander aux gens qui ont causé la crise de réparer la crise. Enfin, c'était le titre de Marianne en début d'année. Les 50 responsables de la crise sont toujours là et c'est à eux qu'on demande de la régler. Et en effet, je pense que si on ne change pas les méthodes démocratiques, on ne peut pas changer les méthodes financières non plus. Voilà, merci. Il y a encore quelqu'un plus bas, je crois, monsieur. Oui, ça va peut-être recouper un peu ce qui vient d'être dit, mais moi je voulais une précision plus particulière sur ce qu'on appelle la spéculation pure, à savoir que beaucoup de sociétés à l'heure actuelle engagent par exemple des mathématiciens pour concevoir des algorithmes qui sont de plus en plus performants et qui permettent donc à des ordinateurs de faire des milliards d'opérations à la seconde et qui permet à certaines sociétés de spéculer contre d'autres sociétés. Enfin, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Donc je voulais savoir dans quelle mesure on est à même de lutter efficacement contre la spéculation et quelle est la part des banques justement dans cette spéculation. Ok, il y a encore quelqu'un là? Allez-y. Non? Oui. Excusez-moi. Ici. Non, une question qui recoupe ce qui a été demandé tout de suite. Là, j'interpelle un peu M. Plion au niveau de Attac. Vous avez rappelé la taxe Tobin. Est-ce que parmi Attac, parmi la réflexion collective d'Attac, il y a d'autres idées que cette reprise de taxe Tobin? Est-ce que vous vous inspirez, par exemple, des travaux de Frédéric Lordon sur des manières d'arraisonner la finance? Est-ce qu'il y a un travail collectif d'économistes pour répondre à la question comment contrôler la finance, au-delà des bons points qui sont distribués? Là, la BCE a fait le bon pas, etc. D'accord, et donc là-bas? Oui, petite question toute simple. Est-il normal, je dirais plutôt moral, de titriser une créance? Ok. Il reste encore des gens qui n'ont pas pu s'exprimer. Bonjour, et puis merci à M. Valentin d'avoir parlé des collectivités. Oui, c'est moi là. D'avoir parlé des collectivités locales. Hein. Donc, je suis adjointe aux finances, moi, dans une collectivité locale autour de Rennes. Et c'est vrai qu'on a vraiment une question très importante de financement des collectivités locales aujourd'hui. Elles assurent 60% des investissements publics. Et c'est vrai que le scandale de Dexia, etc., nous a privés de financements très importants. Et il y avait des idées qui émergeaient de la part des collectivités locales, notamment une agence de financement des collectivités locales. Alors j'ai lu dans la presse des collectivités locales que ce projet n'était pas très apprécié de Bercy. Alors en dehors du contrôle de la finance qui impose des règles, on est aujourd'hui, non seulement les petites et moyennes entreprises, les ménages, mais les collectivités locales, on a besoin de financement pour investir. Et puis je rappelle que l'investissement des collectivités locales, c'est de l'investissement local aussi. Et donc ce sont les entreprises du territoire qui bénéficient de ces investissements. Alors en dehors de tous les ratios, etc., qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui, concrètement aujourd'hui, aux acteurs de l'économie réelle que nous sommes, les collectivités locales et les autres acteurs, pour qu'on puisse se financer raisonnablement à des taux d'intérêt faibles, avec des commissions faibles. Je rappelle que même pour des lignes de trésorerie, certaines banques proposent des commissions de 2%, alors que l'année dernière, c'était du 0,2, 0,3%. Et donc, on a alerté, nous, en tant que collectivité, on a alerté le préfet. On commence à se faire entendre, donc on fait du lobbying aussi. Donc, mais je crois que sans lobbying des différents acteurs autres que les banques, on ne va pas y arriver non plus. Je crois que c'est important que... Voilà. Donc la question, que peut-on faire aujourd'hui concrètement aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que la question du crédit crash peut se poser pour des collectivités. D'accord. Dernière intervention.
Rebonjour. Pourquoi ces agences de notation comme Standard & Poor's, Fitch et Moody's, dont on remet la crédibilité de leurs notes et de leurs décisions en question, peuvent-elles encore être présentes dans la finance, sachant qu'elles sont à l'origine même de la crise? Ok, alors on va essayer de répondre à ces questions nombreuses, mais en même temps ce serait aussi un mot de conclusion que je vais vous demander. Donc Pierre Valentin, vous avez été questionné très directement sur la politique du Crédit Coop, mais il y a sûrement beaucoup des autres questions sur lesquelles vous seriez susceptible de répondre. N'hésitez pas. Oui, je vais commencer par la question portant sur le crédit coopératif, pour dire d'abord que on ne prétend pas, le crédit coopératif, être une banque qui va donner des leçons au reste de la communauté bancaire. Chaque banque a sa spécificité, ses possibilités. Mais je vais vous donner 3 exemples de choses qu'on a faites et qui se rapportent à notre discussion d'aujourd'hui. La première chose, on a parlé de la taxe Tobin et M. Plion a insisté pour dire qu'elle ne s'appliquait pas sur les transactions de change. Enfin, le projet de taxe sur les transactions financières ne s'appliquerait pas aux transactions de change. C'est dommage parce que l'idée de Tobin au départ, c'était justement les transactions de change. Eh bien, nous avons, il y a 1 an et demi, créé une contribution volontaire sur les transactions de change. C'est-à-dire que si vous faites une opération de change au crédit coopératif, le crédit coopératif prend sur sa marge pour donner à une association un certain pourcentage, une association de solidarité internationale, donc l'idée c'est bien de lier les opérations de change et le développement, pour donner un certain pourcentage de la transaction. Donc plus on fait d'opérations de change, plus on donne, et ça nous a permis de dégager des sommes qui restent assez symboliques, mais on pense que la démarche est intéressante en faveur du développement. Le deuxième point, on a parlé des paradis fiscaux et judiciaires. Donc nous avons une doctrine en matière de paradis fiscaux et judiciaires. On tient compte d'un certain nombre de cas pratiques qui font que dans certains cas, on a des dérogations par rapport à cette doctrine, mais tout ça est documenté. Et notre liste des paradis fiscaux et judiciaires, ce n'est pas la liste de Bercy qui a commencé, je crois, avec 11 pays et qui est en train de se vider à vitesse grand V. C'est une liste beaucoup plus importante et qui reprend les travaux de coordination associative du réseau Tax Justice Network. Alors on a été relativement pragmatique. Par exemple, les pays de l'Union européenne, comme le Luxembourg, on ne considère pas que c'est un paradis fiscal et judiciaire, mais Jersey, mais Monaco, pour nous, c'est un paradis fiscal et judiciaire. Donc, voilà, on a défini des règles et tout ça, on essaye de rendre des comptes sur le sujet. Le troisième point que je voulais souligner, c'est le côté consommateur, comme on dit, entre guillemets, c'est-à-dire nous proposons à nos clients d'orienter la politique de la banque à travers leurs dépôts. Donc nous avons créé un compte à vue qui s'appelle Agir. Et il y a 3 options dans ce compte. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle Agir pour la planète. Et nous garantissons aux clients qui déposent leur argent dans ce compte que nous allons prêter à hauteur des dépôts, enfin à hauteur de 75% des dépôts pour être précis, dans le domaine de l'environnement. Donc nous permettons en quelque sorte aux déposants de choisir quelle sera la politique de leur banque, en tout cas d'influer sur la politique de la banque. Voilà, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas faire une publicité pour le crédit coopératif, ce n'est pas le lieu. Il y avait une question sur les collectivités locales que j'aimerais bien prendre pour dire que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a un certain nombre de mouvements qu'on observe. Il y a cette initiative, je ne sais pas exactement où elle en est, de l'agence dont vous avez parlé. Il y a des assureurs qui viennent un petit peu sur le marché des collectivités locales, qui veulent prêter aux collectivités locales et qui en général le font en partenariat avec des banques. Donc ça aide les banques à répondre quand même à la demande. Mais d'une façon plus générale, je crois que les collectivités locales n'obtiendront une réponse satisfaisante à ce qui se passe aujourd'hui que si elles prennent le temps de s'intéresser vraiment en profondeur aux évolutions réglementaires et de marché qui expliquent, pour être plus précis, qui expliquent pourquoi les banques se sortiraient de ce marché. Elles se sortiraient de ce marché alors que ce marché est infiniment plus rentable que quand elles y étaient présentes. Donc c'est quand même le paradoxe. D'ailleurs, nous, on y est un peu entré. Mais bon, voilà je pense, quand même un des éléments de la réponse à la question. Peut-être un mot de conclusion plus général, si vous le souhaitez. Écoutez, oui, je veux bien conclure pour dire que je pense qu'il y a une très grande conscience de la responsabilité de la finance dans la crise actuelle. Moi, personnellement, je pense que la finance, c'est un peu vague et qu'il y a sans doute des gens qui n'étaient pas dans la finance et qui ont aussi participé aux excès, aux comportements qui conduisent à la crise. Mais j'accepte parfaitement ce diagnostic. Par contre, je trouve qu'il faut vraiment... Et je trouve que cette journée d'aujourd'hui y contribue largement. Il faut vraiment qu'il y ait un effort de pédagogie et un effort de compréhension par les citoyens
qui sont scandalisés parce que plus on formalise, plus on va dans le détail, plus on comprend vraiment les mécanismes, plus on est puissant pour faire changer les choses. Merci. Donc, Laurence Cialon, j'avais une barque un peu chargée peut-être pour vous, mais donc si vous pouviez répondre sur la question de Dexia et des ratios de solvabilité, peut-être sur la question des marchés de gré à gré aussi et de leur régulation, sur le scandale du Libor et sur le high frequency trading. En 30 secondes, c'est ça? Voilà. Pas de problème. Donc non. Donc oui, je vais obligé de faire un choix. Hein. Donc je vais parler, par exemple le scandale du Libor tout d'abord. Donc le scandale du Libor, déjà parce que ça met de l'eau à mon moulin, c'est vraiment le symbole des conflits d'intérêts qu'il y a dans la Banque universelle. Il faut savoir que le Libor, c'est un taux essentiel. Tous les contrats dérivés, énormément de contrats dérivés sont liés au Libor, notamment les swaps de taux avec lesquels les entreprises se couvrent. Et le Libor, c'est pas un taux lié à une transaction réelle, c'est simplement 16 grandes banques, parmi lesquelles les banques françaises, mais aussi la Barclays par laquelle le scandale est venu, qui tous les jours déclarent le taux auquel elles pensent pouvoir emprunter d'autres banques sans garantie. Et donc, vous voyez bien, c'est lié. Ensuite, on fait une moyenne, on enlève les valeurs extrêmes et on dit c'est le Libor du jour. Alors, il y a un Libor à 3 mois, etc. On s'est rendu compte, en fait, que les banques avaient manipulé de 2005 à 2009, c'est-à-dire c'est une période très longue, ce Libor. Pour qu'il y ait eu manipulation, il fallait qu'au moins, minimum 6 banques, 6 grandes banques internationales, se mettent d'accord sur les taux qu'elles déclaraient. Donc, c'est purement déclaratif. Alors, comment elles ont manipulé? Elles ont manipulé de 2005 à 2007 pour générer des surprofits de trading et de 2007 à 2009 pour cacher leurs propres problèmes de refinancement. Donc, dans un cas plutôt à la hausse, dans l'autre cas plutôt à la baisse. Mais elles ont manipulé, enfin, en tout état de cause. Alors, pourquoi ça manifeste des conflits d'intérêts? Parce que ceux qui font les déclarations, ce n'est pas les traders, c'est les départements de trésorerie. Or, normalement, dans la banque, ils n'ont pas le droit de communiquer. C'est-à-dire que normalement, il est censé y avoir des murailles de Chine entre eux. Ils sont pas. Donc ça veut dire que non seulement il y a une collusion entre les banques, mais en plus, les traders dans chacune des banques qui ont manipulé ont réussi à persuader leur département de trésorerie de manipuler dans le même sens. Donc là, et qui est-ce qui a payé ça? C'est les entreprises qui utilisent. Enfin, entre autres les entreprises, qui utilisent ces instruments, notamment pour se couvrir. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui met de l'eau au moulin à ceux qui sont favorables à une véritable séparation. La question de la mesure du risque maintenant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les banques qui ont été renflouées notamment, apparemment respectaient parfaitement leur ratio de solvabilité, pourquoi Dexia a très bien passé certains tests de stress et puis ensuite, et elle n'est pas la seule, hein, ensuite on a révélé des problèmes. Eh bien c'est parce qu'il faut savoir que le ratio de capitalisation qu'on impose aux banques, c'est un ratio sur l'actif pondéré par les risques. Et tout à l'heure, il a été rappelé qu'il y a eu un changement important en 1995, qui est le fait qu'on a reconnu les modèles de contrôle interne des banques pour calculer leur actif pondéré par les risques. En 1995, juste pour le risque de marché, mais avec BAL 2, y compris pour le risque de crédit. Ça veut dire que c'est manipulable, ça veut dire que les banques peuvent minimiser les risques associés à tel ou tel actif. D'ailleurs, elle l'avait fait sur tout ce qui concerne le portefeuille de trading avant la crise. Donc ça, c'est une première raison. Et en plus de ça, c'est une optique purement micro-prudentielle, c'est-à-dire que la banque fait comme si elle évalue les risques qu'elle perçoit, mais elle ne tient pas compte dans cette évaluation de la réaction des autres acteurs, des autres banques, à la montée des risques. C'est-à-dire que le fait que quand on se couvre contre les risques, quand tout le monde le fait en même temps, eh bien ça génère encore plus de risques et ça accentue la crise. Donc pourquoi c'est très dangereux? Parce qu'on a eu l'impression que les banques étaient bien capitalisées au début de la crise. C'est ce que disaient les ratios réglementaires. Northern Rock était super bien capitalisée selon BAL 2, pourtant elle a fait faillite quelques semaines seulement après. Et en fait, ça donne un faux sentiment de sécurité. On avait l'impression qu'il probablement accroît la tendance à la prise de risque. Parce que, bon voilà, les ratios nous disent que les banques sont bien capitalisées, donc allons-y. Mais que si on regarde le levier simple des banques qui ont été renflouées, c'est-à-dire si on ne pondère pas par le risque, là on se rend compte qu'elles avaient un levier simple qui était énorme. Un mot de conclusion générale? Eh bien, écoutez, je pense qu'effectivement, il est très important. Enfin, les journées comme aujourd'hui sont très importantes parce qu'il est très important que les gens s'emparent, pas seulement des spécialistes. Il faut que ça sorte du domaine uniquement des spécialistes, les questions de régulation de la finance et de contrôle de la finance. Il faut que les citoyens s'en emparent et que les politiques s'en emparent, parce qu'une bonne partie de la capture de l'industrie, des politiques vis-à-vis de l'industrie bancaire, c'est au nom de la complexité. C'est-à-dire, ils se font enfumer
excusez-moi l'expression, par les banquiers, voilà, au nom de la complexité. Et en réalité, les choses peuvent être expliquées de manière assez simple. Merci. Bon, Dominique, il y a une tâche gigantesque qui t'attend, mais je pense qu'il va falloir s'excuser auprès d'une partie du public de ne pas avoir répondu à toutes les questions. Alors, il y a une question sur la banca et les nationalisations. Je pense que quand une banque est en difficulté et qu'elle doit être recapitalisée par les contribuables, c'est-à-dire les États, il est souhaitable qu'elle soit nationalisée. Et d'ailleurs, ça a été fait dans certains pays. Par exemple, Gordon Brown, en Grande-Bretagne, quand il était encore Premier ministre, a fait des nationalisations importantes, notamment Northern Rock, dont on parlait à l'instant. Et je pense que c'est la solution. Simplement, là où je suis en désaccord avec certains de ces dirigeants, c'est qu'après, ils veulent reprivatiser ces banques. Et donc moi, je pense que l'objectif, ça serait de constituer à l'échelle européenne, si possible, un pôle public bancaire, c'est-à-dire de profiter en quelque sorte de la crise pour reconstituer un certain nombre de banques publiques. Je pense que nous avons besoin d'un système bancaire diversifié. Il faut des banques coopératives, il faut des banques privées, bon, il faut aussi des banques publiques. Pourquoi? Parce que les banques publiques ont des critères et des modes de gestion différents et notamment sont capables de porter des investissements de long terme qui sont souvent pas gérables par des banques privées qui ont une vision beaucoup à plus court terme. Et donc aujourd'hui, avec des investissements nécessaires dans le domaine, par exemple, de la question de la transition écologique énergétique, il faut des investissements de long terme et donc il faut un pôle public bancaire. Et les nationalisations sont un moyen de constituer ce pôle public. Donc voilà, nous plaidons avec d'autres pour cette idée de pôle public. Alors ensuite, il y avait une question sur la démocratie. Oui, je crois qu'on ne progressera pas sur le contrôle de la finance sans que la démocratie s'approfondisse. Regardons, situons-nous à l'échelle européenne. Il est clair qu'il faut accroître, par exemple, premier niveau, le pouvoir du Parlement européen pour contrôler la Commission et pour imposer éventuellement donc des règles qui correspondent davantage à ce que ressentent les citoyens dont ils sont les élus. Mais la démocratie représentative n'est pas suffisante. Aujourd'hui, il faut réfléchir à d'autres formes de démocratie, notamment la démocratie, par exemple, citoyenne ou participative. Déjà, dans les textes européens, il y a des référendums d'initiative populaire qui sont possibles. Sauf que les conditions sont tellement restrictives qu'ils sont pratiquement inapplicables. Et de plus, les autorités européennes ne sont pas obligées, si on faisait un tel référendum, d'en suivre. C'est purement consultatif. Donc l'idée, c'est d'assouplir les conditions de ces référendums et de les rendre obligatoires pour les autorités si les citoyens expriment leur désaccord, par exemple par rapport à une directive européenne qu'ils jugent contraire aux valeurs de l'Europe. Alors ensuite, comment est nommé le président de la BCE? Il est nommé sur proposition des chefs d'État et de gouvernement, mais une fois qu'il est nommé, il est inamovible pendant la durée de son mandat. C'est le gage de son indépendance, pendant 4 ans. D'accord? Et donc, ça, c'est la règle. Alors, comment peut-on nommer quelqu'un qui a président de la BCE, qui a été précédemment responsable de Goldman Sachs Europe? Eh bien, je pense qu'il y a un très, très gros problème, employer un terme qu'on a déjà utilisé, de conflit d'intérêts. Et je suis pour ma part scandalisé par cela, mais c'est une réalité. Ce qui explique pourquoi il se comporte, et son prédécesseur était pareil d'une certaine façon, plus en défenseur des banques qu'en défenseur de l'intérêt général, dans la manière dont il se comporte. Et ça, je crois qu'il y a un vrai problème. Mais il n'est pas le seul. Hein. Je donnerai 2 autres exemples. Aux États-Unis, les secrétaires au Trésor successifs, M. Paulson, M. Geithner, ont traversé la rue, sont passés de Goldman Sachs au secrétaire d'État au Trésor. Et la France? La France, il y a quand même pas mal d'inspecteurs de finances qui ont siégé à Bercy dans un certain nombre de responsabilités et qui traversent aussi la rue pour se retrouver dans une banque privée. Là, qui pantoufle, comme on dit en français, et là, il y a des conflits d'intérêts évidents. Je trouve qu'on ne devrait pas pouvoir aller intégrer une banque après plusieurs années. Par exemple, donner un délai de 10 ans avant de pouvoir, ou 5 ans, avant de pouvoir intégrer une banque une fois qu'on a été à Bercy, qu'on s'est occupé notamment de réguler les banques, ce qui a été le cas d'un certain nombre de fois. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont absolument scandaleuses. Dernière question, interpellation sur Attac. Frédéric Lordon et Attac, nous sommes très proches. D'ailleurs, Frédéric Lordon a travaillé à multiples reprises avec le conseil scientifique d'Attac. Hein. Nous avons beaucoup d'idées communes, pas forcément toutes, mais pas mal d'idées communes. Quant à dire que Attac se limite à la taxe Tobin, je ne crois pas. Je crois que nous avons fait pas mal de propositions. Si ça vous intéresse, peut-être que le livre est à l'entrée. Nous avons fait un livre, entre autres, qui s'appelle « Sortir de la crise », où nous avons toute une série de propositions sur la finance. Et on n'a pas attendu la crise, par exemple, pour proposer la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement. Avant même la crise, avant 2007, c'était une proposition que nous faisions. Donc, ça fait partie du débat que nous avons essayé de mener. Et on est content de voir aujourd'hui, enfin, on ne se réjouit pas de la crise,
Mais on est content de voir que ces idées progressent aujourd'hui. C'est tout à fait important que ce soit repris par des académiques, par des hommes politiques. C'est tout à fait important. Juste pour dire aussi que pour nous, la crise financière, comme l'a dit d'ailleurs un peu Guillaume au début de son intervention, n'est pas uniquement une crise financière en fait. Cette crise financière est le reflet de déséquilibres profonds à l'intérieur de la sphère réelle de l'économie, et notamment au niveau de la répartition des revenus et des richesses. L'endettement des ménages, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, comme en Grande-Bretagne, etc., est lié à la baisse de la progression des revenus des ménages, notamment des classes moyennes, qui est lié lui-même à la pression exercée par le capital pour que celui-ci obtienne une part du gâteau plus importante au détriment du travail. Et tout ça est lié. Donc là-dessus, nous avons aussi des propositions sur la manière de réguler autrement, de s'attaquer à la question de la répartition. Il ne faut pas s'attaquer qu'aux banques, il ne faut pas s'attaquer au marché d'échange et à la taxe Tobin, il faut aussi